Bienvenue tout le monde au podcast, la 7e édition du podcast Bulletin sportif de la saison 2022-2023. Une présentation de Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste pour les équipements de sport. Notre équipe vend, répare, installe, inspecte, entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Nos services s'adressent aux particuliers, aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architectes et d'urbanisme. Nous croyons également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité chez Gagné Sport. L'excellence du service que nous offrons est à la base de toutes nos actions. Merci, Gagné Sport, d'accompagner Bulletin sportif chaque semaine comme ça. Bulletin sportif, c'est quoi le podcast? Évidemment, c'est les actualités de ce qui se passe un peu partout dans le sport universitaire collégial et également au secondaire. Au secondaire, évidemment, j'en parle pas toujours, j'en parle pas beaucoup, parce qu'évidemment, il y a énormément de choses à couvrir, mais quand même, je veux attirer votre attention. En fin de semaine dernière, il y avait un match en Division 2 de football. J'en avais parlé d'ailleurs. Un match intéressant entre le Collège Bourget et Dalbévio. Pourquoi? Parce que le Collège Bourget était toujours invaincu et Dalbévio, évidemment, toujours une équipe assez puissante. Et comme de fait, Dalbévio a vaincu Bourget par la marque de 34-20. J'avais également attiré votre attention sur un joueur en particulier, le porteur de ballon, Antoine Raymond, qui avait été porteur de ballon avec Équipe Québec cet été. Eh bien, 141 verges de gain et 3 touchés pour l'excellent joueur. Pour l'instant, ce que ça fait, c'est qu'il reste en Division 2 que l'Académie, les Estacades, excusez-moi, qui sont invaincus. Toutefois, il leur reste 3 matchs à jouer et ce sera contre le Séminaire Saint-Joseph, contre Dalbévio et contre Bourget. 3 équipes, excusez-moi, qui sont à 4 victoires et une seule défaite. Donc, ce sera intéressant jusqu'à la fin en Division 2. Division 1, juste mentionner Séminaire Saint-François et Collège Charles-Lemoyne qui sont toujours à 5 victoires, aucune défaite. Mais le classement est très serré parce qu'on a 5 équipes qui suivent ensuite avec des fiches de 3-2 ou 2-3. Donc, ne vous gênez pas, allez faire un tour, allez regarder ce qui se passe du côté du football juvénile. Il y a vraiment beaucoup d'actions et de la qualité en masse. Au niveau collégial et universitaire, bien évidemment, on va faire le tour tout à l'heure avec nos chroniqueurs Jason Bryan, Jean-Baptiste pour l'universitaire et Chris Bemba pour le collégial. Donc, à ce moment-là, on parlera et on fera le tour de tout ce qui s'est passé dans l'actualité au football de ce côté-là. Flag football universitaire, c'était le 2e tournoi de la saison. Ça se passait du côté de Sherbrooke. Lors du premier tournoi, on n'avait pas eu un match entre l'UQAM et l'Université de Montréal, les 2 finalistes de l'an passé. On y a eu droit cette semaine. Par contre, si on espérait un match serré, on n'a pas eu ça parce que l'Université de Montréal a écrasé l'UQAM 40-14. Et les filles d'Alex Desjardins ne se sont pas arrêtées en si bon chemin. Des victoires de 38-6 contre Sherbrooke et 32-13 contre Concordia. Qui arrêtera l'Université de Montréal? La question. Au niveau du flag football féminin, cette année, il reste encore quelques tournois. Donc, les choses peuvent et espérons vont arriver parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on aime toujours quand les matchs sont serrés et qu'on a de l'action. Je vous transporte et je nous transporte du côté du golf. Oui, la saison de football, la saison de golf universitaire qui a déjà pris fin. La saison de golf universitaire a pris fin sur le tournoi, le championnat provincial qui se déroulait au club Château-Bromont. Les gagnants-gagnantes du tournoi comme tel. Du côté des hommes, le podium, 3 joueurs du Rouge et Or de l'Université Laval. D'abord, Charles-David Trépanier qui a terminé ses 3 rondes à -2. Un excellent 67 en 2e ronde, suivi de William Fogg qui a terminé avec +2 et David Touedel à +6. Chez les femmes, ça s'est déterminé en prolongation, au 2e trou de prolongation. Frédéric Desbiens, également du Rouge et Or de Laval, l'a emporté devant Sacha Laoun des Carabins de l'Université de Montréal. Au 3e rang, Mathilde Denicourt du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Par contre, pour la saison, la façon dont ça fonctionne, il y a un classement de la saison. Il y a 2 autres tournois qui ont été joués plus tôt cette année, des tournois de 3 rondes encore une fois à chaque fois. Et ce qu'on fait, c'est que sur ces 6 rondes-là, on prend les 2 meilleurs et on additionne les résultats des 3 rondes du championnat provincial. Et c'est ce total qui détermine qui est champion et championne de la saison. Chez les hommes, c'est David Touedel qui a remporté la palme et chez les femmes, c'est Sacha Laoun. Donc, félicitations à eux.
j'attire votre attention sur le cas de Marika Labrec. Marika Labrec, qui représente McGill, participait au championnat provincial, participait à la saison de golf universitaire. Mais Marika Labrec, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle est la première femme à participer dans 2 sports, dans 2 équipes varsity de l'équipe de l'Université McGill, parce qu'elle est également membre de la formation des Martlets en hockey. Et d'ailleurs, la saison va commencer très bientôt. On aura la chance de la voir parce que c'est une joueuse très importante de l'équipe là-bas. Alors, félicitations à elle. On lui lève notre chapeau. C'est quand même assez spécial comme fait d'armes de pouvoir justement évoluer dans 2 sports au niveau universitaire. On continue cette fois en soccer universitaire. Chez les femmes, l'UQAM qui avait battu la semaine dernière, qui avait battu Laval, qui avait infligé un premier revers à Laval, eh bien, c'était plus difficile cette semaine. Un match nul de 0-0 contre McGill, puis une défaite contre Concordia. Concordia, d'ailleurs, qui a remporté ses 2 premiers matchs de la saison en fin de semaine, à part cette victoire-là contre l'UQAM, une victoire de 4-0 contre Bishops. On a également eu droit à l'affrontement au sommet entre les 2 typiques rivaux, soit l'Université Laval et l'Université de Montréal. Eh bien, le Rouge et Or l'a emporté pour une 2e fois en 2 cette année face aux Carabins, cette fois 2-1. Donc, Laval reprend la place au sommet du classement. Chez les hommes, Montréal, les Carabins, c'est eux qui sont au sommet du classement. Dans leur cas, 2 victoires en fin de semaine. Des gros matchs qu'ils avaient à jouer. Le premier contre l'UQTR, une victoire d'1-0. Et l'autre contre Laval, eux aussi, une victoire de 3-1. Sur l'équipe qui est 2e au classement actuellement, ce sont les Citadins de l'UQAM. Les Citadins ont remporté leur match contre McGill avant de faire un match nul avec les Stingers de Concordia. Du côté collégial, on va continuer dans le soccer. Une grosse surprise chez les femmes. Alors qu'Hunsik, pour la première fois de la saison, n'a pas amassé 3 points à la fin d'une rencontre. Un match nul de 1-1 contre les Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que Champlain-Saint-Lambert était dernière au classement et elles le sont toujours. C'est que le classement est extrêmement serré au soccer féminin. À part Hunsik qui est tout seul au sommet, les positions 2 à 7 ont 4 points d'écart seulement. Donc, ça va être très serré jusqu'à la fin de l'année. Et c'est à surveiller parce qu'il y a seulement les 4 premières équipes au classement qui font les éliminatoires. Hockey féminin. Avant de parler de hockey féminin et de hockey masculin collégial, je veux tout simplement vous inviter à aller lire l'article que j'ai fait paraître sur le site de bulletinsportif.ca qui parle du début de saison des Cougards de Champlain-Lennoxville. 2 équipes qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas subi la défaite en temps réglementaire. D'ailleurs, les femmes, 8 victoires, aucune défaite, tout simplement. C'est parfait jusqu'à maintenant. Une victoire de 5-0 contre Dawson et 4-2 contre André Laurando en fin de semaine. Gabrielle Santerre, toujours meneuse au classement des pointeuses de la Ligue. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui parler pour mon article, donc allez lire ça. Et chez les hommes, Champlain-Lennoxville, on en parlait. Victoire de 8-2 contre l'Outaouais. Et juste avant, par contre, le premier accro à leur fiche, une défaite, mais en prolongation, contre le Collège de la Flèche, 5-4. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, Champlain-Lennoxville, après avoir fini 2e au classement régulier, avait le droit à un laissez-passer pour la première ronde des séries. Donc, en 2e ronde, ils affrontaient ces mêmes Dragons du Collège de la Flèche. Ils se sont inclinés en 3 matchs. Ce sont des séries 2-3. Ils se sont inclinés en 3 matchs. Et le 3e match était en prolongation. Qui a marqué le but en prolongation pour les éliminer l'année dernière? Félix Demers. Qui a marqué le but en fin de semaine pour leur infliger leur première défaite? Eh bien, le même Félix Demers. On appelle ça une bête noire. Dans les autres matchs pour certaines équipes, tout simplement, je veux mentionner les Patriotes de Saint-Laurent, 2 victoires, 6-3 contre l'Outaouais, 5-1 contre Sorel-Tracy. Vous avez peut-être remarqué que l'Outaouais, ça fait 2 fois que je mentionne des défaites difficiles pour nos champions en titre en début de saison. Une fiche de 1 victoire, 4 défaites et 2 en période supplémentaire. Donc, champion en titre, on ne leur enlève pas ça, mais espérons qu'ils sauront se relever. Le reste de la saison, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Donc, amplement de temps de se replacer. Lionel Groux, 2 victoires. Une en tir de barrage 4-3 contre Sorel-Tracy et une autre de 4-1 contre Sainte-Foy. Champlain-Saint-Lawrence, victoire de 1-0 contre Sainte-Foy et 4-2 contre Alma. C'est la première défaite des Janois d'Alma cette saison. Et enfin, Saint-Hyacinthe, qui est allé
rendre visite aux Gaillards de l'Abitibi-Témiscamingue et ils se sont fait plaisir. Des victoires de 7-3 et 9-4. 7 points chacun durant ces 2 matchs pour Léo-Charles Drapeau et Gabriel Laflamme qui, évidemment, en ont profité pour grimper dans le classement des compteurs. Et c'est pas mal ce qui fait le tour des actualités de la dernière semaine. Je vous invite maintenant à continuer de suivre le show. On a encore du bon stock pour vous, évidemment. Jason Bryan, Jean-Baptiste, avec le football universitaire, alors que Sherbrooke rendait visite à Concordia et McGill était à Laval. Des bonnes histoires à raconter, des bons matchs qui ont été joués, des belles performances. Donc, on analyse tout ça avec Jason. Puis tout de suite après, Chris Bemba et moi, on fait le tour ensemble des matchs de football collégial, Division 1, Division 2, Division 3, et notamment Chris qui est allé sur place voir le match de Champlain-Saint-Lambert, les Cavaliers contre les Aigles d'Onsic. Il nous a rapporté des belles images de ça. Un match toujours intéressant en Division 3 parce que ce sont des très, très grands rivaux. Donc, voilà, ça va être à voir avec Chris. Puis évidemment, on va parler de tout ce qui a marqué la dernière fin de semaine dans le football collégial. Et pour terminer, on aura droit à l'entrevue de la semaine. L'entrevue de la semaine, je suis vraiment très, très, très content de vous annoncer que notre invité est probablement le joueur de l'heure ou un des joueurs de l'heure dans le football universitaire, peut-être même au Canada. Je parle du quart arrière du Rouge et Or de l'Université Laval, Arnaud Desjardins, qui en ce moment est en voie de peut-être établir des nouveaux records au niveau du football universitaire québécois. Donc, si vous voulez savoir comment ça se passe actuellement, comment ça se passe depuis le début de la saison, dans la préparation autour de l'équipe du Rouge et Or. Donc, une bonne et belle discussion avec un gars très sympathique, super terre-à-terre, Arnaud Desjardins. Donc, je vous invite à regarder ça. Et à partir de maintenant, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon show, ayez du plaisir. Et surtout, si vous avez l'occasion, en fait, prenez le temps, partagez le podcast et le lien vers notre chaîne YouTube. Plus il y a de gens qui nous écoutent, c'est notre paye, le fait d'avoir des gens, de regarder le nombre de vues. Pour moi, c'est mon grand plaisir, évidemment, pour mes collaborateurs. Alors, n'hésitez pas, partagez si vous trouvez ça bon. Et si jamais il y a des choses qui vous agacent dans ce qu'on fait, puis on pourrait être meilleur, ben n'hésitez pas à nous le dire aussi. Puis si vous faites juste nous trouver bon, dites-le aussi, on apprécie. Merci à tout le monde. Alors, bonne écoute. Salut. Football universitaire avec Jason Bryan, Jean-Baptiste. Bonjour, Jason. Salut Phil, ça va bien? Ça va, toi? Ouais, ça va bien. Good. Hey, 2 autres matchs de foot universitaire en fin de semaine. On a eu le droit à Sherbrooke qui a comme établi, dans le fond, sa position de numéro 3 dans la Ligue. En fait, avec sa victoire qui consolide sa place, non seulement la consolide, mais c'est garanti de finir au pire 3e cette saison. Et puis, on a eu Laval contre McGill. Laval qui a fait une démonstration de sa supériorité. Alors, on parle de ça. On va commencer avec Sherbrooke à Concordia qui gagne son premier match à l'étranger depuis 2017. Et voilà, fait que, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as remarqué de ce match-là? Pour moi, c'était encore une fois une démonstration de à quel point Concordia, ils ont du mal à stopper le jeu au sol, puis à quel point ils ont aussi du mal à installer leur propre jeu au sol. Sherbrooke, ils sont arrivés avec tout le long du match, ils ont su s'affirmer au jeu au sol. Au début du match avec Cadoret, c'est 2 courses qui ont vraiment permis à Sherbrooke de prendre le contrôle du match. Ils ont terminé pour le match avec 305 verges au sol, comparé à Concordia avec 131. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui explique le match. Puis Sherbrooke, offensivement, 24 premiers essais, Concordia 12. Concordia, ils ont quand même, à certains moments, il y a eu 2 passes de toucher, avec une à Jalen Greaves, une à Jeremy Murphy d'Olivier Roy. Mais je pense aussi qu'avec les interceptions qu'il y a eu durant la journée du côté des Stingers, je pense que ça a mis Sherbrooke dans des positions avantageuses pour qu'ils puissent garder le contrôle du match tout au long. Et pour moi, c'est vraiment ça qui explique le résultat de cette journée. Ben, je pense que tu le dis bien, il y a une question de contrôle du match. Puis,
Tu parlais de Pierre-Olivier Cadoret qui a commencé le match avec 2 bonnes courses. Malheureusement, il a été blessé à l'épaule gauche. En tout cas, c'est ce qu'on voyait à l'écran. Là. Je ne sais pas exactement la nature de la blessure, mais visiblement, il y avait de la glace sur l'épaule gauche. Puis, c'est Lucas Dallin qui a pris la relève. Et Lucas Dallin, match formidable, 170 verges, un touché. Franchement, il a été excellent, il a été dominant. C'est la preuve de la domination du front offensif de Sherbrooke sur le front défensif de Concordia. Concordia, son problème majeur, c'est qu'ils sont relativement légers sur la ligne défensive. Puis je dis relativement pour rester poli. Ils sont légers sur la ligne défensive. Puis à un moment donné, ça te coûte. Là. Fait que, comme tu le dis, c'est difficile d'arrêter le jeu au sol quand littéralement, à chaque fois, tu perds ce premier pas. Contre l'adversaire. Donc, regarde, Sherbrooke en a profité, puis Sherbrooke a tout intérêt à profiter de ça, parce que justement, ils travaillent avec leur troisième quart, qui fait un travail très honnête, trouve le moyen de garder son équipe dans le match, ne fait pas trop d'erreurs. Oui, il a lancé une interception, mais il a lancé une passe de touche aussi. 14 en 23, 149 verges, fait son travail. Visiblement, tu vois qu'il est peut-être une coche en arrière de d'autres au niveau de la rapidité de ses lectures, mais il a un bras tellement puissant, il arrive à placer son ballon aux bonnes places. Puis, regarde, au bout du compte, le résultat est là. Une belle victoire. Et je pense qu'il faut parler de la défensive aussi. Oui, définitivement. Puis, la défensive, tu sais, Marius Mancé, il y a une interception. D'autres joueurs dans le collectif ont des interceptions, beaucoup de plaqués. Vraiment, la défensive de Sherbrooke en tout cas, est vraiment impressionnante cette saison. Je pense vraiment que ça leur permet de jouer du football complémentaire. Puis pour revenir à ton point par rapport à la ligne défensive de Concordia, je pense que quand tu as une ligne défensive qui est plus légère, entre guillemets, je pense que il faut que tu joues de façon rapide, puis il faut que tu sois explosif. Puis c'est sûr que quand tu as une ligne offensive comme celle du Véréor, que à ce qui me paraît, qui sont vraiment bien coordonnés, qui jouent bien ensemble, des gros gars qui communiquent bien, qui sont athlétiques. C'est dur d'installer ce rythme-là aussi du côté défensif. Non, absolument. Puis, regarde, tu as raison. À un moment donné, c'est ça. Puis, je pense que, pour revenir sur la défensive de Concordia, effectivement, eux autres, ils vont devoir vivre avec le fait qu'ils sont plus petits à ces positions-là. Donc, probablement qu'il va falloir amener plus de joueurs dans la boîte pour contrer le jeu au sol. Ça va créer d'autres ouvertures ailleurs. On va espérer que les joueurs qui sont plus athlétiques puissent couvrir plus de terrain dans la tertiaire. Fait que ça va être un enjeu, mais bon, j'imagine qu'Ed Fillion, c'est mieux que moi encore comment attaquer ces problèmes-là. Mais je veux revenir à la défensive de Sherbrooke. Nicolas Charvet, le secondaire Nicolas Charvet, tu as parlé de Marius Massé-Vincelette qui a été encore une fois excellent, mais Nicolas Charvet est, pour moi, le joueur qui est ressorti du lot dans ce match-là. Non seulement parce que, oui, il a forcé un échappé, il en a recouvré, mais il y a eu une interception. Ça, c'est les stats, mais c'est la preuve qu'il était partout sur le terrain. On le voyait, on avait l'impression de le voir à chacun des jeux dans l'écran. C'était vraiment, je pense, son meilleur match cette année. Je n'ai pas de doute là-dessus. Meilleur match que je l'ai vu jouer. Donc, non, une belle performance de sa part. Puis, en fait, c'est un gros travail collectif, là, franchement excellent de la part de Sherbrooke. Fait que je suis content de les voir performer de cette façon-là. Je suis aussi content de voir que c'est pas des petites victoires contre les équipes comme Concordia et McGill. Ils arrivent à faire des grosses victoires. Fait que peut-être, je ne dis pas encore une fois, là, je veux pas inventer des fausses réalités. Sherbrooke va encore devoir affronter Laval et Montréal la semaine prochaine, d'ailleurs, déjà vendredi, ils affrontent Laval, ils reçoivent Laval. On va voir ce qu'ils sont capables de faire avec cette défensive-là, justement, contre le jeu au sol de Laval. Ça va être une autre paire de manches, mais quand même, j'ai hâte de voir ça. Où est-ce qu'ils sont situés? Est-ce qu'ils sont capables de jouer un petit peu dans la tête des gros programmes à l'approche des séries? Définitivement. Un autre joueur aussi qui a très bien joué dans leur défense, c'est Benjamin Huot, qui a connu un très beau match lui aussi avec une interception, 5 plaqués. Puis comme tu l'as dit, je pense que de façon générale, c'est intéressant de voir comment Sherbrooke ou leur style de jeu complémentaire va les amener, malgré les circonstances avec les blessures au poste de carrière. Je pense qu'ils peuvent quand même donner du... On l'a vu dans le match contre les Carabins il y a quelques semaines. Ils peuvent donner du fil à retordre face à ces équipes-là.
Puis leur défense vont toujours leur donner une chance de rester dans ces matchs-là. Donc, pour moi, ça va être très intéressant ce match contre Laval parce qu'on a la meilleure attaque en ce moment dans le RSEQ contre probablement, en tout cas, c'est débattable, mais peut-être la meilleure défense de la conférence. Fait que effectivement, le Sherbrooke, je ne sais pas si on est capable de dire que c'est la meilleure défense sans contredit. Ouais, c'est ça. Mais cette année, ils ont une défense qui est du même niveau que Laval et Montréal. Et puis ça c'est un exploit en soi, puis c'est tellement important, étant donné justement le fait qu'il leur manque des joueurs tellement importants, dont Anthony Robichaud. Donc, regarde, ça va être à suivre. J'ai hâte de voir le match la semaine prochaine pour regarder qu'est-ce que ça va donner. L'autre match était, on parle de Laval, mais justement, Laval recevait McGill. Oui. Un match, je dirais à sens unique jusqu'à un certain point, là, quand même, parce que ça reste ça. Mais on a vu des beaux flashs quand même de McGill. Ça a fini 36-17. Oui, on a eu des beaux flashs. Je pense que le match avait très bien commencé pour McGill. À la première séquence, suite au toucher du Rouge et Or, ils répondent avec une passe à Darius Simmons qui réussit à courir jusqu'à la ligne quasiment de 1 de Laval. C'est un jeu explosif. Puis on sentait que Sherbrooke est dans le match. Ensuite, il y a une course de Éloi Lafondresse-Régimbal qui égalise le match au début. Et par la suite, je pense que le Rougeur est juste resté très calme. Malgré le fait que McGill réussissait à avoir des avancées en attaque, je pense que défensivement, ils se sont ressaisis. Puis ça a permis à l'attaque du Rougeur de s'affirmer. Puis au final, ils ont terminé avec 30 premiers essais comparé à 13 pour McGill. Puis aussi, l'aspect, encore une fois, qui est vraiment important, c'est le jeu au sol. Laval a un jeu au sol exceptionnel avec plusieurs porteurs de ballon dynamiques. Joannick Massé, Gabriel Leblond, Kalinga Muganda, c'est des joueurs qui, ensemble, qu'est-ce qu'ils produisent? C'est une force collective. Puis ça leur donne aussi beaucoup de diversité. Donc, au final, puis aussi avec Arnaud Desjardins, avec plus de 345 verges, 2 touchés, un touché à Dansereau, un touché à Dallaire, qui prend l'un des joueurs les plus polyvalents c'est pas le joueur le plus polyvalent du RSEQ. Il montre beaucoup de diversité dans la manière de pouvoir gagner des matchs en attaque. Puis je pense que pour une équipe comme McGill, que je pense qu'ils sont encore en train de se trouver, ça peut être quelque chose de très difficile à gérer. Oui, parfait. Ça résume bien l'affaire. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était dès le début du match, Ron Hiller a décidé d'utiliser Benjamin Labrosse pour dire toi, tu t'en vas t'installer sur Kevin Mittal. Et ça a donné des bons résultats. Oui, Mittal a capté 6 ballons, mais il finit avec quoi? 45 verges. 2 passes qui sont tentées dans la zone des buts. La première, Labrosse rabat le ballon, ou en tout cas, la bataille fait en sorte que Mittal n'attrape pas le ballon. La deuxième fois, Labrosse réussit l'interception. J'ai trouvé ça excellent d'avoir McGill utiliser son meilleur athlète contre le meilleur athlète adverse, obliger Laval à utiliser ses autres armes. Par contre, Laval, tu l'as dit, a tellement d'armes qu'à un moment donné, le match est plus égal parce que Laval a plus d'armes que McGill avait de boucliers, si on veut le dire comme ça. Ce qui fait qu'ils ont pris le contrôle du match. J'ai adoré le match d'Antoine Dansereau-Leclerc. Tu as parlé de David Dallaire. David Dallaire, semaine après semaine. L'année passée, tu étais déjà sur l'équipe d'étoiles, mais semaine après semaine, David Dallaire démontre à quel point c'est un joueur de football exceptionnel. C'en est un autre là, dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il y avait plein de gros noms en début de saison à Laval, mais il est... Si ce n'est pas là, au moins une des pierres angulaires des succès là, de Laval depuis le début de l'année en attaque. Il offre tellement d'options. Tu l'as dit, Desjardins, encore un excellent match, 26 en 37, 2 passes de toucher, 345 verges. Puis le jeu au sol, tu finis avec 266 verges complètes de jeu au sol. À un moment donné, c'est ça, tu contrôles le match. McGill, de l'autre côté, si tu regardes ce qu'ils ont fait, puis chapeau à la défensive de Laval, là, mais McGill, en fait, si tu enlèves les 2 jeux explosifs à Darius Simmons de 83 puis 90 verges, les statistiques deviennent beaucoup plus modestes, si on veut. Là, parce que là, on a quoi? 325 verges d'Éloi La Tendresse Régimbal, mais tu en enlèves 173 immédiatement. Tu sais. Fait que là, tu es rendu à quoi? 152 verges d'attaque en dehors de ça.
Donc, il y a ça aussi là-dedans, c'est qu'ils ont réussi à contrôler quand même jusqu'à un certain point ce que la tendresse Régimbald était capable de faire. Rappelons-nous qu'il avait obtenu 500 verges à lui tout seul dans le premier match contre Laval. Là. Il a réussi à les calmer un peu, si on veut. Eux autres ont réussi à le calmer un peu, si on veut, mais il a quand même réussi 325 verges par la passe. Fait qu'il faut quand même les compter. Ces deux gros jeux-là, là, ils ont mené à des touchés, sont importants, mais ça prouve le côté très explosif du potentiel, le potentiel explosif de McGill. Mais contre une équipe comme Laval, à la fin, ils vont dire, ben correct, fais 2 jeux contre moi, c'est correct. Mais moi, je vais en avoir fait 7-8 de toute façon. Puis il y a la bataille des unités spéciales. Les unités spéciales, c'est majeur dans cette histoire-là. Dégagement après dégagement, ben en réalité, Laval gagnait du terrain. Donc, ça aussi, là, ça a permis à Laval d'avoir des terrains un petit peu plus courts à certains moments, aller chercher des points là. Définitivement, comme tu l'as dit, je pense que Laval, ils ont fait un excellent travail pour limiter les options de Éloi tout au long du match. Puis je pense que même au niveau du jeu à la course, il n'a pas couru, il a couru pour comme 50 berges, ce qui n'est pas mauvais pour un carrière. Mais comparé à, à son premier match contre Laval où il avait couru pour plus de 100 berges, tu vois la différence. Puis, même de façon générale, McGill, ils ont terminé avec 76 berges de course. Fait que c'est pas. 76 verges de course, dont 58 par la tendresse. Fait que c'est correct. C'est juste que les autres. À un moment donné, des gars comme la tendresse, c'est que tu le sais qu'ils vont faire des jeux. Ouais. L'idée, c'est de limiter l'impact que ça a. Puis ils ont réussi à le faire. Laval gagne le deuxième quart 17-0. Il y a un match qui est joué là. Tu te retrouves avec un moment dans le match où est-ce que Laval prend complètement le dessus, ce qui fait que McGill est comme sorti du match jusqu'à un certain point au niveau du pointage. Mais quand tu regardes le match au complet, le 3/4 du match, McGill joue avec Laval. Là. C'est correct. Là. Il se passe des bonnes choses. Je ne peux pas dire que c'est un mauvais match de McGill. Moi, je n'ai pas détesté du tout le match de McGill. C'était juste parce qu'il jouait contre une équipe plus forte qu'eux. C'est tout simplement ça. Fait que c'est pas vraiment compliqué. À un moment donné, c'est de l'exécution. Puis je ne peux pas dire que McGill a nécessairement mal exécuté. Ils ont fait du McGill, c'est-à-dire des jeux explosifs, puis des fois, c'est plus mort. Mais c'est pas suffisant pour battre une équipe comme Laval qui, systématiquement, trouve le moyen d'avancer, marquer, puis voilà. Définitivement. Puis, en tout cas, pour passer au match qui s'en viennent, Laval-Sherbrooke, on en a un peu parlé. Je pense encore une fois que ça va être un match très intéressant à suivre, dans le sens que Laval, ils ont montré leur dominance en attaque, mais je pense que Sherbrooke, en tout cas de ce qu'on a vu contre Montréal, je pense que ça va être un autre défi pour eux, pour voir comment ils vont s'ajuster au niveau de l'attaque, puis comment ils vont continuer leur dominance. Puis l'autre match, c'est Concordia-Montréal. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant. Montréal les accueille au centre Claude Robillard. Les Stingers, ils ont subi des défaites assez difficiles de 2 semaines consécutives. Donc, ils sont dans une situation, je pense, collectivement, où j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de remises en question. Et ça va être intéressant de voir comment ils vont s'ajuster. Là, c'est sûr que, encore une fois, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent trouver une façon d'avoir de la productivité dans le jeu au sol? C'est sûr qu'avec une ligne défensive comme celle de Montréal, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de mettre en place ça. Puis du côté de Montréal, je pense que ça va être une opportunité pour eux justement de rétablir leur jeu au sol, vu comment la ligne défensive des Stingers a réagi dans les dernières semaines. Fait, je pense que Montréal vont profiter de cette opportunité-là pour donner à Bertrand Beaulieu des chances de s'affirmer, ou à même d'autres porteurs de ballon. Puis dans le surtout à la ligne offensive, en fait. Oui. La ligne offensive, la ligne offensive aussi. De prendre son rythme avec le jeu au sol, ce qu'ils ont de la misère à faire depuis le début de l'année. Exactement. Fait que je pense que ça va être une opportunité pour eux de faire ça, puis de, par la suite, créer des opportunités dans le jeu aérien. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ah, absolument, je pense. C'est plate à dire, mais j'ai l'impression que Montréal devrait remporter ce match aisément, mais comme ils disent, that's why they play the game. Fait qu'il faut quand même que ça se passe. Et Sherbrooke-Laval, si ça reste un bas pointage qui est possible, si Sherbrooke arrive à contenir Laval, on pourrait avoir un match intéressant qui va créer des maux de tête un petit peu à Laval et à son coaching staff.
Définitivement. Good. Hey, écoute, je te remercie beaucoup, mon cher Jason. Encore une fois, Merci aussi. une bonne semaine, puis on va avoir des bons matchs de foot à se mettre sous la dent, encore une fois. Génial. Je te remercie, puis je remercie les auditeurs. Salut. Salut. Mi amigo Chris Bemba, comment ça va, man? What it do? Ça va bien, Philippe? Très, très bien. Je suis vraiment content de jaser avec toi de foot collégial encore cette semaine. Gros menu. Yep. On avait évidemment des 1, des 2, des 3 comme chaque fois. Mais on a eu des affaires qui ont brassé un peu les cartes. Il y a eu beaucoup de surprises. Là. On aime du football comme ça, mais il y a eu beaucoup de surprises. Puis, quelque chose d'intéressant. Là. Yes. Écoute, on va commencer ça parce qu'on en a tellement, on pourrait jaser pendant 1 heure de temps. Parlant de surprise, pour moi, c'est une surprise. Vanier qui bat Champlain-Lennox 24-21 après avoir mangé une claque de 41-0 la semaine passée contre Limoilou. Ils se sont réveillés au lieu de s'écraser. Puis, tu sais, Champlain-Lennox, pour moi, était une des équipes top 3 avec Vieux-Montréal puis Limoilou. Et là, moi, je m'attendais, Champlain-Lennox, sans dire qu'elle a gagné 41-0, je n'allais pas croire ça non plus, mais je pensais qu'elle allait gagner ce match-là. Et non, Vanier a montré du caractère, puis les deux équipes sont rendues à 4-2 maintenant. Exactement, ils sont égalité dans le classement, puis Vanier, pour de vrai, chapeau à eux. Ça montre qu'ils ont du caractère en tant qu'équipe. Puis je l'avais dit à la fin de la journée, une défaite, c'est une défaite. C'est sûr que ça fait mal perdre de cette façon-là, comme 41-0 qu'ils ont perdu la semaine dernière et tout, mais tu sais, de revenir contre une grosse équipe qui est Champlain-Lauduville, qui est une équipe quand même assez physique, puis quand même ressortir avec une victoire de 24-21, je pense que c'est chapeau à eux. Puis, qu'est-ce qui est intéressant là, en Division 1, là, si on peut regarder au niveau du classement, là, Vanier sont égalité avec Champlain. Ce qui veut dire que même la 5e place, là, puis la 6e, je dirais même la 7e place, il n'y a rien de décidé encore avec qu'est-ce qui s'est passé, les scores, il n'y a rien de décidé encore. Puis ça va être intéressant de voir les 3 derniers matchs de la saison pour voir qui va se battre pour la 3e, 4e, 5e, 6e et 7e place, que pour moi est très important rendu en playoff avec l'avantage du terrain aussi, etc. Et tout. Ça joue beaucoup le classement là, rendu en playoff. Ah, puis il y a des équipes qui vont peut-être vouloir essayer de... Tu ne veux jamais choisir ton adversaire, mais si tu es capable d'éviter certaines équipes, c'est toujours bon de gagner, puis de toute façon, après ça, voir ce qui va se passer. Mais juste revenir à ce match-là en particulier, je veux juste quand même prendre le temps de noter le travail du porteur de ballon, Adam Callender. Lui, 15 courses, 63 verges. En plus, il a capté 3 passes, 82 verges, un touché. Un gros match, mais en fin de match, il se blesse. Fait que je ne sais pas si c'est sérieux ou quoi, mais bon, ça va être à surveiller parce que c'est triste, le gars venait de connaître un super match. J'espère qu'il va être de retour. Je n'ai pas de nouvelles à ce niveau-là. Donc, garde un gros match de ce côté-là. Puis je ne pense pas que les Cougars ont nécessairement mal fait. Là. Zachary Bouchard qui a quand même couru pour 135 verges. On a un peu moins vu Jerry Momo. Je ne sais pas si il y a une raison à ça. Mais regarde, Bouchard a fait le travail. Mais bon, 24-21. En réalité, Vanier a dominé la première mi-temps. C'était 18-7 après la première moitié. Les Cougars sont remontés, même qui ont repris les devants. Mais bon, à la fin, Vanier a fait le travail. Je pense qu'il y a une question de... Il y a un coach en arrière de ça qui a coaché pour gagner. Là. Il est allé chercher des choses, notamment Jaheim Chambers, qui est un des receveurs de passe, qui a été utilisé en défensive. Donc, ça, c'est quelque chose qu'a fait Peter Chrysomalis l'année passée. Il faisait ça avec Nicolas Sénac-Altidore, notamment. Il allait le BB pour faire des gros jeux. Donc, il a fait ça. Il fait ça un peu avec Terry McDonald aussi, une fois de temps en temps. Donc, intéressant de voir ça. Je ne sais pas si ça place Vanier dans la discussion pour un poste de contender, si on veut. Mais ça fait juste lancer le message à tout le monde. Il n'y a pas une game off contre nous. on peut vous faire payer, je pense. Exact. Puis, tu as tout dit. Puis sinon, pour revenir sur les blessures, la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est une bonne nouvelle, étant donné qu'ils ont une semaine off, là, toutes les équipes, là, ils ont un bye week. Ça va permettre aussi de soigner les petits bobos. C'est sûr que si c'est des blessures graves, il faut être patient, mais des petits bobos, ça va permettre aux joueurs et aussi aux entraîneurs, justement, si c'est des grosses blessures, pour trouver, exemple, un plan de match pour justement la semaine d'après là, contre les autres équipes ou comment bien terminer le reste de la saison avec le personnel qu'ils vont avoir là, entre les mains. Exact. Deuxième surprise. Pour moi, c'en est une, mais tu l'avais ciblé comme un match intéressant à surveiller, puis tu étais
assez right-on là-dessus. C'est NDF contre Grasset. Mhm. Notre-Dame qui est venu gagner son match. Puis Notre-Dame a, si on regarde juste les statistiques, admettons, Notre-Dame n'a pas l'air d'avoir dominé ce match-là du tout parce que les statistiques sont vraiment à l'avantage de Grasset. Mais bon, à la fin, 25-20. Puis il faut parler, veut pas, du toucher de William Aubin, récupération d'un échappé. Fait qu'à la fin, c'est ce qui fait la différence dans la game. Puis ce que j'ai aimé, ce que tu as dit statistiquement, là, c'est Grasset a dominé. Mais au football, qu'est-ce qui est intéressant que le football, c'est beau avoir, exemple, tu peux avoir 100 verges de course, 100 verges de passe, mais si tu n'es pas capable de faire les jeux dans les moments clés, c'est là que ça peut faire la différence. Puis si une équipe est capable de saisir son opportunité quand l'opportunité se présente, mais c'est ça qui peut faire une différence dans les games. So, CNDF, comme je l'avais dit, la dernière game qu'on joue contre le Vieux-Montréal, c'est une équipe qui avait du caractère, qui n'ont pas moi, de ce que j'ai vu, ont peur de personne, puis sont capables d'embarquer sur le terrain de jeu contre n'importe qui, même si des fois, si on peut regarder dans les semaines précédentes, il y avait peut-être des games qui avaient un peu plus de difficultés, mais ça démontre que CNDF est une équipe quand même à respecter. Comme on a dit par rapport à Vanier, tu viens contre eux, tu vas devoir jouer au football. Là. Tu ne pourras pas t'en sortir facilement. Non, absolument. Puis, tu sais, oui, les statistiques sont à l'avantage de Grasset, mais quand même, tu sais, Stéban Bedoya, il réussit juste 13 passes sur 34. C'est ce qui fait que CNDF, quand même, a fait une bonne job au bout du compte pour empêcher ce fameux jeu de passe-là, parce que Simon Larose est en feu depuis le début de l'année comme receveur de passe avec Gabriel Taché. Bon, ensemble, ils ont ramassé 153 verges, mais seulement 3 catchs pour Simon Larose. Donc, tu sais, quelque part, ils ont été obligés de jouer un peu autrement. Bedoya est obligé de porter le ballon 8 fois. Quelque part, ça change un petit peu ta façon de jouer la game. Fait que veux pas, même si tu ramasses des verges, dans ta tête, si tu ne joues pas la game comme tu arrives à la faire, comme tu disais tantôt, ben, c'est peut-être là que tu n'arrives pas à faire les jeux quand tu veux les faire, parce que tu veux compter, mettons, sur un gros jeu de passe, alors que tu es habitué de le faire, puis là, tu n'arrives pas, ben, c'est dans ces moments clés-là, comme tu dis, que ça peut ne pas marcher. De l'autre côté, ben, Rémi Nadeau, 23 courses, 132 verges, un touché. Fait que je pense que c'est assez clair que c'est la vedette offensive du côté de CNDF. Regarde, chapeau, ça les place à 3-3. Comme Grasset au classement. On parlait tantôt, tu parlais de ça, les batailles qu'il va y avoir pour la 5, 6, 7e place. Ben, puis, position 3 et 4 sont encore en jeu, by the way, là, avec ces équipes-là 3-3, d'autres équipes. Oui. OK, oui. Moi, je pense que c'est plus la position 1-2, à moins que les Limoilou, là, ils perdent leurs 3 dernières games, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais sinon, du côté du Montréal et Limoilou, je pense que c'est une des 2 équipes. Dans le fond, la game, justement, dans 2 semaines, désolé, ça va être pour moi la game de l'année en termes de classement puis en termes aussi de hype, si je peux dire ça comme ça. En même temps, je pense que ça va dire qui va terminer premier, qui va avoir un bail là, durant la première semaine de playoff. Là, parce que la première équipe a un bail, ils vont directement en demi-finale. Ça va être intéressant. Pour moi, c'est pas juste une game comme les autres. Ça va être une game très importante parce qu'il y aura beaucoup qui va être en jeu. Tout ça va être intéressant de voir les 2 entraîneurs du Vieux-Montréal et de Limoilou. Qu'est-ce qu'ils vont faire durant la semaine de repos. Avec les blessés, comme j'ai dit, ça va être important de regarder. Je pense que ça va être une bonne game parce que 2 équipes, il n'y aura pas d'excuses. Une semaine de repos, ça va être vraiment du bon football. J'ai hâte à cette game-là. Désolé pour la petite parenthèse, mais je devais parler de ce match-là qui va se passer dans 2 semaines. Non, tu as raison. Écoute, il n'y a pas être désolé de ça. C'est tellement majeur. Puis tu l'as dit, les blessés. Tu regardes le Vieux-Montréal qui bat Lévis 35-22. C'est clairement ces pointages-là qu'on voit de Vieux-Montréal semaine après semaine depuis quelques temps, qui gagnent leur match, mais par des beaucoup plus petits écarts que ce qu'on pourrait s'attendre en temps normal. C'est la résultante directe des blessés. Tu sais, là, tu as Abdallah Traoré et Ralph Canal-Charles qui ne jouaient pas. Les deux receveurs numéro 1. Tu sais, Sébastien Fife, j'appelle Sébastien, c'est son père, hein, by the way. Jérémy Fife. Jérémy Fife, tu sais, qui fait du bon travail, du bon boulot, tu sais, mais veut pas à un moment donné, tu sais, tes cibles numéro 1, c'est pas pour rien que c'était numéro 1, c'est parce que souvent, ils vont faire des petites choses de plus. Les autres, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais ils ont moins d'expérience pour l'instant. On va les voir prendre de la place, mais bon, c'est pas la même chose. Fait que tu l'as dit, il y a des blessés, puis garde, Vieux-Montréal qui gagne 35-22 contre Lévis. Je reviens là-dessus, c'est pas compliqué, c'est une question de gars blessés. Puis regarde, même Zach Lévesque, qui n'était pas là dans les derniers matchs, a commencé le match en jouant un petit peu ses unités spéciales, c'est tout. Mais à la fin, à cause que le match était serré, Reynaldo Sagesse est obligé de l'utiliser. Peut-être qu'il aurait voulu y donner encore du repos.
Bref, c'est ça. Joseph Mendel non plus qui n'est pas là. La ligne offensive qui est remplie de jeunes. Ryan Fadlala, le centre que j'adore de cette équipe-là, pas là. Ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact contre Limoilou. Fait que s'ils peuvent revenir, on va leur souhaiter. On va être ça le souhaiter parce qu'on veut un match avec tout le monde. On veut voir la vraie game au complet. On ne veut pas d'excuses. Exactement. So, on croise les doigts puis en espérant que tout le monde se porte bien et que tout le monde soit à 100% là, pour la Game of the Year, si on peut l'appeler comme ça. Oh, ça va être ça, je pense. Les deux autres matchs en D1, garde. Garneau qui bat Lionel Groux 32-0. Lionel Groux, pour le savoir, ils espéraient beaucoup de ce match-là. Dans leur tête à eux, il y avait une chance de faire quelque chose de bon. Je pense qu'ils ont oublié que Garneau, à part Garneau, là, à part le premier match de l'année où ils ont perdu 54-0, ça donnait un drôle de message à la Ligue. Et depuis ce temps-là, ils ont accordé 60 points dans les 4 autres matchs qui ont suivi. Fait que, tu sais, à quelque part, là, tu te retrouves avec une équipe qui est extrêmement solide défensivement. Puis l'autre bord, ben, tu as Lionel Groux qui a marqué 60 points depuis le début de l'année, dont 30 à son premier match. Ça veut dire les 4 matchs qui ont suivi. 5 maintenant, 30 points. Fait que ça, c'est 6 points par match. Fait que là, tu as une excellente défensive contre une attaque qui se cherche. Ça a donné 32-0. Regarde, on s'attendait peut-être à ça, puis c'est ça qui est arrivé. Ben, la bonne nouvelle pour Lionel Groux, là, c'est pour répondre à la question, oui, c'est ça qu'on s'entendait. Je m'attendais à ce que Garneau gagne. Mais la bonne nouvelle pour Lionel Groux, il termine la saison contre des équipes, je dirais, du même niveau. Ça va être intéressant de voir s'ils vont être capables d'aller chercher des victoires dans ces 3 dernières games. Là, si on peut regarder juste contre Lévis, la prochaine game par la suite, Saint-Jean. Puis après, ils vont terminer l'année contre André Grasset. Grasset, moi, je pense que ils sont similaires à Garneau. Ça va être intéressant, mais s'ils sont capables d'aller chercher au moins 1 ou 2 victoires avec les 2 matchs, je pense que ça va leur donner un petit boost d'énergie. Puis Grasset, si on regarde le classement contre Lionel Groux, ça va être une game à gagner ça aussi. Et Lionel Groux peut donner un petit challenge à Grasset en fin de match, là. En fin de saison, ça va être intéressant. So, ouais. Ah, absolument, absolument. Puis tu sais, il y a des bons joueurs en défensive à Lionel Groux, là. C'est juste qu'on dirait qu'il manque... Il manque de quelque chose de donner à l'attaque, une chance de souffler un peu. Liam McGonigal, le receveur, qui est doublé à chaque match. Fait qu'il n'est plus une option pour le corps arrière. Il y a trop de pression sur le corps arrière, là, quelque part. Ce n'est pas de sa faute. C'est un bon joueur de football, le gars. Mais c'est une recrue qui a énormément de pression à chaque jeu. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire quand ton receveur numéro 1, qui serait ton gars à qui tu peux lancer un jump ball ou essayer quelque chose en te disant il est assez athlète pour aller peut-être me sauver une fois de temps en temps. Il est doublé, fait qu'il n'est même plus une option. Non, c'est difficile pour l'attaque de Lionel Groux, mais comme je dis, il y a des bons joueurs en défensive. Zach Marié, il y a Loïc Brodeur, Benjamin Hudon. Bref, il y a des bons joueurs là. Fait qu'il y a moyen de peut-être faire quelque chose. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, comme tu l'as dit, en offensive. Comme tu le carrière, c'est une recrue. Marc-Antoine Charlebois, une recrue. Je pense que le talent est là. Ma guess, c'est juste le type. Moi, je ne suis pas vraiment inquiet de leur côté. Ils ont aussi un très bon receveur, une recrue, le Liam Lauzon aussi. De ce côté-là, moi, je ne suis pas très inquiet. C'est sûr que ça fait mal comme première année de faire battre de cette façon-là. Hein? Ça joue sur la confiance des gars. C'est plus dans ce sens-là. Parce que comme tu dis, le talent est là. Il n'y a aucun doute. Mais ça reste à regarder. Mais je pense que, comme j'ai dit, les 2 prochaines games, je pense que les receveurs, parce que comme le receveur numéro 1 se fait doubler, les autres receveurs vont step up là, contre Lévis, puis le quart arrière va être dans son A-game. So, j'ai hâte de voir ça. On lui souhaite. Et pour finir, Limoilou, Saint-Jean, pour la 3e partie de suite, Limoilou n'accorde aucun point. Hey, en 3 matchs, c'est 126-0. Regarde. Puis, tu sais, ils ne font pas ça contre des 2 de pique. Là. Je comprends que Saint-Jean est en bas de peloton, là, mais Saint-Jean marque plus que 20 points par match depuis le début de l'année. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bang, 0. Ils les arrêtent complètement. C'est une défensive destructrice. C'est un jeu au sol. C'est comme l'équipe rouleau compresseur. Là. Fait que tu l'as dit, de toute façon, on a hâte de les voir contre Vieux-Montréal, voir ce que ça va vraiment. On va voir si le hype is real, you know. So, we'll see. We'll see next week. Absolument. Je veux juste en profiter pour mentionner qu'au dernier match du Rouge et Or, à leur terrain, ils ont annoncé 2 recrues pour l'an prochain. Puis une de celles-là, c'est Justin Cloutier, le middle linebacker, le secondaire au centre des Titans de Limoilou, qui était le joueur défensif par excellence l'année passée. Le Rouge et Or a déjà annoncé qu'il l'avait recruté. Fait que si le jeune qui va continuer de regarder s'il y a des options dans la NCAA, si jamais ça ne s'avère pas pour lui,
ben, il va être un rouge et or. Fait que très intéressant cette annonce-là déjà de fait. Un gros morceau de partie. Mais ça, je trouve ça un peu, ça c'est mon opinion personnelle, je trouve ça un peu tôt quand même. C'est d'annoncer ça comme ça, parce qu'à la fin de la journée, il n'y a rien d'officiel de ce que je comprends. Le jeune peut quand même changer. J'ai vu ça dans le passé, des gens qui disent qu'ils vont signer des trucs, puis 2 semaines avant que le camp d'entraînement commence, boum, je change d'équipe et tout. Moi, je trouve ça un peu tôt. I guess c'était pour du marketing, j'imagine et tout, mais moi, je trouve ça un peu tôt comme annonce. Mais sinon, je le félicite là, pour son choix. Université Laval, qui est une très bonne université, ça. Charlotte à lui. Ben, tu sais, si Cloutier et les autres, parce qu'il n'est pas le seul, il y en a d'autres, choisissent de faire cet engagement-là tout de suite. Comme tu dis, ils n'ont pas d'obligation, ils pourraient changer d'idée. Mais tu sais, s'ils choisissent de le faire, c'est parce que dans leur tête à eux, c'est ça, parce qu'ils n'ont aucune obligation non plus de prendre la décision rapidement. Puis comme tu dis, il y a un élément de marketing assurément pour le Rouge et Or, de montrer, regarde, on annonce déjà des gros noms, là, venez-vous-en, là, on continue de bâtir de quoi de bon. Fait que c'est correct, c'est de bonne guerre, je trouve. Exactement. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a des joueurs qui auraient pu, dans d'autres circonstances, qui préfèrent attendre. Eux autres ont choisi de le faire. Puis, regarde, c'est bien correct aussi. D2, mon ami, D2. Ben parce que je vais se passer sur le D1. Le match de la semaine prochaine, il n'y en a pas, on le rappelle. Non, il n'y en a pas, c'est ça. C'est un break pour D1, fait qu'on va donner un break à D1. On reparlera après ça des matchs d'avenir de l'autre semaine, comme tu disais tantôt. On en a parlé un peu, on va prendre le temps d'en parler plus la prochaine fois. Donc, en D2, écoute, D2, ben, avant d'aller au match qui a failli être une surprise, on va aller au match qui avait le plus d'attente, si on veut. C'était John Abbott contre Valleyfield. Les Highlanders de John Abbott qui recevaient Valleyfield. Valleyfield venait de battre Sherbrooke, qui était invaincu. John Abbott avait une bonne fiche. Ben, il était 2-1, en fait, mais n'avait pas battu encore de grosses équipes. Donc, c'était un moment pour John Abbott de mettre son pied à terre et de dire non, regarde, on fait partie encore du groupe de tête. Fait qu'il y a une victoire de 25-17 pour les Highlanders. Moi, je pense que c'est une bonne victoire. Parce qu'on savait qu'aussi, on regardait John Abbott, le niveau, je parle en termes de talent, si on compare cette équipe à l'année dernière, peut-être que le niveau avait baissé et tout, mais je pense que ils sont quand même dans la discussion. Ils ont battu quand même une bonne équipe Valleyfield. Puis la prochaine game là, qu'ils vont jouer contre Montmorency, ça va être intéressant de voir où est-ce que John Abbott se situe, étant donné même s'ils sont encore ils sont troisième au classement avec 3 victoires et une défaite. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer la prochaine game. Mais John Abbott, pour moi, c'est un bon programme. Cette année, ils jouent au football, ils gagnent des games, puis ils ont perdu une game contre John Abbott. C'est contre Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe qui est une excellente équipe aussi. Pour moi, je ne suis pas inquiet. Puis ça va être intéressant de voir comment ils vont jouer là, contre Montmorency ce samedi. Oui, tu l'as dit, effectivement, ça va être un match vraiment intéressant parce qu'après avoir battu Valleyfield, ils vont arriver avec plus de si on veut, de momentum. John Abbott, ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder qu'ils ont quand même Kalen Trépanier comme carrière. Noah Smallwood qui fait une sacrée belle job comme receveur de passe. Donc, tu sais, il y a du solide là, de ce côté-là. John Abbott, c'est pas une équipe qui a perdu tout son monde et qui a perdu tout son swag de l'année passée. Ils sont très, très bien coachés. Donc, c'est une équipe qui est tout le temps là. Excellent coach, Pat Grégory. C'est ça. Fait que, non, regarde, je pense que tu l'as dit, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer dans le match contre Montmorency parce que, comme je dis, on a fait du bon travail contre Valleyfield, puis on l'a vu, Montmorency contre Valleyfield. Oui, à la fin, ils ont perdu, mais Montmorency menait 28-0 à la mi-temps, puis ça a fini 35-24. Fait que, tu sais, Valleyfield est capable là, de jouer contre les grosses équipes. Ce n'est pas une équipe qui pourrait le suivre. Au contraire, fait que c'est une équipe très solide, qui a une grosse ligne offensive, capable d'avancer le ballon, capable de bouger. Mais cette fois-ci, tu sais, John Abbott a été capable de jouer coup pour coup parce que ça a été comme ça tout le match. Puis à la fin, la défensive a fait le travail pour John Abbott. Puis, regarde, au bout du compte, c'est name of the game. Souvent, c'est ça, c'est la défensive. John Abbott a été capable de step up à ce moment-ci, ce qu'ils n'ont pas été tout le temps capables de faire, notamment contre Saint-Hyacinthe. Fait que les ajustements étaient faits. Et là, ils vont avoir tout un test, justement, contre Montmorency, qui a probablement l'attaque la plus explosive de la Ligue. Ouais.
Pas probablement, je te confirme qu'ils ont la meilleure attaque de la let's be real. Let's be real. They got the best Absolument. offense in the league. Oui, puis écoute, John Abbott, c'est l'équipe, les défendants en titre. So pour moi, tant aussi longtemps qu'ils ne vont pas perdre une game en playoff, pour moi, ça reste, même si Montmorency reste le numéro 1 de la ligue, ça reste que John Abbott, c'est eux les kings, façon de parler. Puis je pense que Montmorency vont pouvoir enlever, même si ce n'est pas les playoffs, vont quand même pouvoir enlever le trône de John Abbott la prochaine game. Pour moi, on va en parler, là, justement, de la game de Montmorency contre. Allons-y tout de suite, là, Montmorency. Vas-y. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Le score final 34-27. Let's be real, on aurait pensé que l'écart a été un plus grand écart et tout. La game a terminé tête. Montmorency qui tirait de l'arrière, je pense, par 17 points. Oui, c'était 27-10 au début du troisième quart. Il y a rapidement, Outaouais a marqué un touché au début du troisième quart. Il menait déjà 17-10. C'est eux qui ont pris le ballon au début du troisième quart. Bang, s'en vont marquer un gros touché. 27-10. Je peux te dire que aux abords du terrain, c'était tranquille. Là. Il n'y a pas personne là-dedans qui était en mode on festoie, le monde se regardait, veut pas, dans les estrades, parce que qu'est-ce qui se passe? Outaouais, l'équipe dernière là, au classement, c'est pas une équipe de milieu de peloton, c'est une équipe que tu t'attends à rien. Et ils sont venus, moi, chapeau à eux, ils sont venus pour jouer au football. Ils se sont présentés là, pas avec la queue entre les deux jambes, mais en se disant on n'a rien à perdre. D'ailleurs, le coach de Outaouais, on va se le dire, là, il a coaché de manière assez agressive. Il allait souvent sur des quatrièmes essais, même s'il n'était pas nécessairement en bonne position pour y aller. Il n'a pas le choix dans les games comme ça. Mais regarde, à la fin du compte, il a donné une game à Montmorency. Exactement. Puis Montmorency, là, ça fait 2 games. Là. À la fin de la journée de victoire, c'est une victoire, mais contre Trois-Rivières, c'est quand même, je parle en termes de score, là, quand même assez serré. Puis là, t'es contre Ottawa, comment c'est serré. Puis je pense que ça a été un wake-up call, là, la dernière game. Puis Montmorency, comme je dis, c'est une équipe qui est quand même assez complète, autant offensivement que défensivement. Mais défensivement, il faut que l'équipe soit capable, dès le début de la game, commencer avec un boom et finir la game avec un boom. Avoir des repos comme ça, c'est sûr qu'en saison, le stress est différent qu'en playoff, parce qu'en saison, tu dis, bon, c'est une défaite, we get to live another day, mais en playoff, c'est que tu perds. Si Montmorency, en termes d'intensité, énergie, je peux se focusser sur la défense, là. S'ils sont capables de commencer directement dès le début de la game avec leur énergie, puis terminer l'année comme ça, je pense que ça va être un boost d'énergie pour les playoffs, parce qu'on sait qu'en playoff, c'est une saison différente. La défense de Montmorency est très jeune, ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup moins d'expérience de ce côté-là. Ceci peut aller chercher leur confiance, bâtir leur confiance les uns avec les autres et tout, les coachs aussi, puis en équipe aussi, je pense qu'ils vont être ready pour les playoffs, parce que là, la game contre Outaouais, faut pas partir en panique. Moi, je pense que, pour moi, Montmorency, ça reste l'équipe numéro 1 en Division 2, mais c'est juste qu'il y a des ajustements qu'il faut faire plus en termes d'énergie, intensité. Puis ça, c'est un problème qu'il faut régler le plus rapidement possible, parce qu'en playoff, tu n'as pas droit à l'erreur. So, moi, ce serait mon... Tu as parfaitement raison. Regarde, ils ont tous les outils. Tu le vois, Olivier Cool, match après match après match, encore 147 verges, 11 catchs. Victor Charland finit sa game avec 323 verges, 2 passes de toucher. Quand cette attaque-là se met en mode on avance, puis tu sais, il y a un gars dont on parle un peu moins, mais qu'on devrait parler tout le temps, c'est le porteur de ballon, Peter Andy Tipaldos, encore une fois. 74 verges, il fait sa game, il fait ses affaires. 2 touchés, il est là quand il faut. C'est pas le gars qui fait des courses de 35 verges sans arrêt, c'est pas ça, mais il fait avancer le ballon, il est là. Puis regarde, c'est le plus important. Donc tu sais, tu as une belle profondeur, tu as beaucoup de monde en attaque, mais tu l'as dit, en défense, c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui a peut-être besoin justement comment je pourrais dire, d'apprendre de certains moments comme ceux-là, de dire, tu sais, mais là, c'est parce que c'est le deuxième wake-up call, là. Parce que je te dirais que le premier, c'était contre Valleyfield, où est-ce que le match, il menait 28-0, ils finissent par gagner 35-24. Puis là, ils perdent 27-10, ils finissent par gagner 34-27. À la fin, c'est 2 victoires. Mais le comment t'oblige à te demander, tu sais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que l'équipe arrête de fonctionner comme il faut. Puis ça, ben, tu sais, t'as une équipe jeune, ben, faut trouver une manière de serrer la vis, parce que tu le sais que les gars ont compris qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Maintenant, est-ce qu'ils vont prendre les décisions? Est-ce qu'ils vont se mettre à agir de la bonne façon pour plus jamais que ça arrive? Puis c'est cette constance-là dans l'effort qui fait la différence. La job des coachs, assurément.
Mais bon, regarde, à la fin, ils gagnent leur match, donc ils continuent d'être en avant. Mais John Abbott, ça va être un sacré beau défi pour cette jeune défensive-là, justement. Exactement. Puis aussi, tu sais, au côté de l'offense, aussi, là, on sait que pour moi, c'est une offense assez explosive, là, ils peuvent courir, ils peuvent lancer le ballon. Dans le fond, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Mais moi, je pense que la game contre John Abbott, les deux côtés, autant défensivement qu'offensivement, il va falloir que ça. They gotta go crazy, man. They gotta go crazy. C'est pas qu'ils n'ont pas le choix, mais pour moi, c'est en tant qu'équipe, c'est gagner contre l'équipe qui tu as battu en finale, puis en même temps, tu ressors d'une game contre Ottawa comme ça. Pour moi, ça va être un statement que tu envoies à la Ligue que, OK, on est premier, mais on n'est pas là par chance. On est capable de, quand c'est le temps de jouer, on est capable de put some point, puis on est capable de faire du stop en defense. So, let's go, man. Absolument. On passait vite sur les 3 autres matchs en D2. Le Saint-Hyacinthe qui a aisément battu Thetford 50-8. Sherbrooke a battu Trois-Rivières 34-6. Et Édouard Montpetit qui a gagné 27-9 contre Thetford. Donc, regarde, en gros, les grosses équipes ont fait leur job. Chapeau à Xavier Roy de Saint-Hyacinthe, le porteur de ballon, un autre gros match. 5 courses seulement, mais 167 verges. Fait que, un gros match pour lui. Détroit. Là, on avait notre match de la semaine qu'on avait choisi. La rivalité de Champlain-Saint-Lambert, les Cavaliers contre les Aigles d'Huntsic. Raconte-nous, toi, tu étais sur place, ça finit 41-17. Raconte-nous ça. Tu dis qu'on a choisi cette Game of the Week. Oui, on l'a choisi, mais ça nous a été fortement conseillé par le groupe d'entraîneurs, le groupe de joueurs, comme quoi c'est une game qu'à chaque année, c'est une grosse game, peu importe le classement et tout. Les deux équipes apportent toujours la bonne énergie là, durant ces games-là. Puis, je vais te faire avec toi le first half. Là. Wow! Champlain, qui m'ont surpris dès le first half, sont venus avec de l'énergie. Ils ont arrêté Huntsic dans la red zone là, pour un 4e essai sur le premier drive de la game. Désolé, la première drive de la game. Puis par la suite, ils sont allés marquer un touché pour prendre les devants 7-0. Puis je pense que du côté Huntsic, je pense qu'on va essayer d'envoyer un message dès le début de la game. Mais second half, là, le half a terminé 17-17. Ils ont fini avec un drive pour le second half, là, avec un field goal pour rendre la game 17-17. Pour le troisième quart, là, second half, là, Huntsic avec Jamal Louis. Là, je pense qu'ils ont montré c'était qui les big dogs de la ligue. Ils ont complètement shut down Champlain en défense puis au niveau attaque. Ils faisaient ce qu'ils voulaient dans un certain sens. Là. Avancer le ballon au niveau de la course, au niveau de la passe, c'était très beau à voir. Sur chapeau à coach Adamo, très belle game, mais chapeau aussi à Champlain qui ont bien commencé la game, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, c'est Huntsic qui était l'équipe plus forte et tout. Puis je pense que cette année, Huntsic, ils ont un bon début d'année. Je pense qu'ils ont affronté les top dogs. Ils ont eu quand même une saison quand même assez difficile, si je ne te parle en termes de niveau d'équipe et tout, contre qui ils ont joué. Puis je pense qu'ils sont sortis, ils sont 5-0, 6-0, 5-0. 5-0. Là, le reste de la saison, c'est pour moi, ça reste quand même des games de saison, mais il faut juste qu'ils terminent ça bien. Mais on sait que pour moi, sans aucun stress, je peux dire que c'est l'équipe numéro 1 cette année, la Division 2. Pour le moment, là, on parle en termes de saison. Ils sont très bien partis. Chapeau à eux. Beau travail. Exact. Puis tu as parlé de Jamal Louis. Jamal Louis finit avec 173 verges au sol. J'ai une bête, le gars, tout simplement. Là, c'est pas compliqué. Tu lui donnes le ballon, puis essayez de m'arrêter. Regarde, en fin de semaine, il y a un touché à la course, un touché par les airs. La semaine passée, moins de verges, là, je pensais autour de 75, mais 5 touchés qu'il avait fait. Donc, tu sais, quand tu as une arme de ce niveau-là, ça change tout, puis ça ouvre les choses parce que tu as un carrière comme Jérémy Dubreuil qui, à ce moment-là, sait que l'autre équipe va donner beaucoup de respect à la course. Fait que lui, pendant ce temps-là, il fait sa job match après match. Puis regarde, il a lancé 4 passes de toucher encore. C'est pas compliqué, là. Huntsic, les autres équipes ne peuvent pas suivre le rythme, justement. Jusqu'à maintenant, dans leur section, ils ne peuvent pas suivre le rythme. Puis, tu sais, Victoriaville fait plus de points qu'eux à date. Là. Ils en ont 232 puis 207 pour Huntsic. C'est juste que quand ils sont mesurés un à l'autre, ben, regarde. Voilà. Non, mais très bonne équipe. Ils sont très bien balancés. Pour ça, je dis Huntsic, pour moi, là, c'était beau à voir. C'est un excellent match à voir, comme je dis. Puis Huntsic, second half, les ajustements qu'on porte. C'était intéressant. Ils sont beaux à voir. Puis j'ai hâte de les voir là, pour le reste de la saison, puis en playoff et tout. Sur chapeau à eux là, pour leur bon début de saison. Absolument. Puis regarde, le prochain match contre Victoriaville, c'est le 22 octobre prochain. Ça va être intéressant pareil parce que même si le premier match était à 40-21 en faveur de Huntsic, Victo reste une bonne équipe de foot.
Ils jouent bien, ils ont un solide carrière qui a comme 18 passes de toucher puis aucune interception depuis le début de l'année à date. Fait que ça reste une équipe dangereuse. Puis en Détroit, évidemment, tu as l'autre section, la section nord-est. Ben, ça, c'est la même affaire que d'habitude. Beauce-Appalaches qui gagne 58-7 contre la Pocatière. Jonquière 32-7 contre Rimouski. Ça se passe entre deux équipes de ce côté-là. Fait qu'à chaque fois que ces deux équipes-là ne sont pas en train de s'affronter, ça donne ça. Regarde Thomas Jean pour Beauce-Appalaches, 327 verges par la voie des airs et 5 passes de toucher. Fait que, regarde, c'est comme ça que ça se passe de ce côté-là. Puis pour Jonquière, ben, tu as Samuel Paquet-Louis qui est en 32 courses. Quand même, là, le gars court 32 fois à lui tout seul dans le match pour l'équipe au complet. Juste lui. Il finit avec 236 verges. C'est ça. Des équipes dominantes. Exactement. Écoute, on verra ce que ça va donner pour le reste, en playoff. Moi, tu sais, la section nord-est, moi, c'est plus en playoff que je vois, qu'on va pouvoir regarder si ils sont réellement qui ils sont. Comme on dit, là, tu sais, donner des massacres de 50-0 aux équipes. On va voir ce que ça va donner quand les deux sections vont s'affronter durant les playoffs. Là. So, yeah. Oui, absolument. Puis regarde, eux autres, ils jouent la semaine prochaine, mais par contre, dans la sud-ouest, la gang d'Onsic et compagnie, ben, eux autres aussi sont en pause la semaine prochaine, comme le D1. Fait qu'on va surtout surveiller le D2. Fait que pour finir, je vais juste vous dire, Édouard Montpetit ça va être à Valleyfield, John Abbott à Montmorency, on en a parlé, Saint-Hyacinthe à Trois-Rivières et Thetford contre Outaouais. Donc ça va être les matchs en D2 la semaine prochaine. Donc, c'est ce qu'on va avoir le droit de voir. Game of the week, John Abbott contre Montmorency, so we're going to be there. Be there too. Ah, ça, c'est sûr que je vais être là. J'ai des raisons personnelles d'y être en plus. Parfait. C'est une bonne semaine. On va focuser là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir focuser sur la Division 2? On espère avoir des bons matchs, puis bon repos à tout le monde. Puis revenons en force dans 2 semaines, là, parce que là, it's going to be popcorn, aile de poulet, barbecue chicken, everything, pour garder ces games-là. La game of the year, surtout. So, yeah. Exact. Fait que, regarde, je te souhaite une excellente semaine, mon cher. Bonne semaine de football à tout le monde, puis on se reparle la semaine prochaine. Yes, sir. Merci à toi. Salut, Phil. Merci, salut. Voilà, on est rendu à la section de l'émission du podcast, l'entrevue de la semaine. Et cette semaine, je suis très, très, très content de recevoir avec nous le corps arrière du Rouge et Or de l'Université Laval. Je vais le dire, l'excellent, parce qu'il connaît toute une saison, Arnaud Desjardins. Salut, Arnaud. Salut, Phil, ça va bien? Ben oui, toi. Très bien, merci. Good. Écoute, pas le choix de parler de ce début de saison assez fracassant au niveau de vos statistiques. Je dis vos parce qu'évidemment, il y a toute l'attaque. Il y a Kevin Mittal dont on parle beaucoup. Oui. Comment ça se passe? C'est quoi le feeling dans la chambre, dans les matchs? Est-ce que vous ressentez la même frénésie, si on peut l'appeler de même, que ce qu'on ressent nous autres quand on vous regarde jouer? Ben, pas nécessairement. Je pense que ça va super bien en date. Je pense qu'on fait des belles choses. Je pense qu'on a progressé aussi depuis le début de la saison. Fait que c'est super encourageant. Je pense qu'on commence à développer une certaine confiance, une certaine cohésion entre nous. Fait que c'est un super beau groupe. Ça fait vraiment plaisir d'en faire partie. Là. Tu dis beau groupe. En effet, il y a des armes en quantité industrielle, autant au sol, dans les airs. Comment on deal avec autant d'armes à jouer? C'est-tu le fun ou en même temps, il y a une gestion à faire de s'assurer que tout le monde est heureux ou en tout cas, tu utilises le maximum de monde? Comment ça se passe? Ben, c'est sûr que je suis super gâté. Là. Je suis super au courant qu'on a des très gros athlètes de tous les côtés du ballon, là, que ce soit receveur, porteur de ballon. Mais ce qui est vraiment intéressant avec notre groupe, c'est qu'il n'y a personne qui veut le ballon plus qu'un autre. Tout le monde veut le bien de l'équipe. Fait qu'il n'y a pas de chialage comme on pourrait le penser nécessairement. Là. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut le succès de l'attaque en premier. Fait que ça rend ça vraiment facile à gérer. Puis c'est sûr que c'est super cool pour moi d'avoir des athlètes comme j'ai pour pouvoir distribuer le ballon par la suite. Vous avez commencé l'année. Rapidement, coach Constantin a annoncé ses couleurs. Tu étais le carrière numéro 1. Pourtant, il y avait Thomas Bolduc qui était là avec toi et qui est encore là cette année. C'est ajouté Xavier Tremblay. Fait que vous avez pas juste un groupe de receveurs et de porteurs de ballon, mais il y a un groupe de carrières aussi. Cette compétition-là, est-ce qu'elle existe? Comment ça fonctionne entre vous autres, entre corps? Est-ce qu'il y a un travail vraiment d'équipe constant où vous faites vos affaires chacun de votre côté? Comment vous fonctionnez?
Vraiment, je pense que c'est un super beau travail d'équipe. Je pense que ce soit avec Thomas ou avec Xav, on est là pour s'épauler. Que ce soit pendant les matchs, Tom ou Xav vont toujours me donner des petits conseils. Puis je suis très réceptif par rapport à ça. En pratique, c'est la même chose. Pour vrai, c'est vraiment. Je suis vraiment chanceux d'avoir ces deux-là avec moi parce que ils ont des super bonnes attitudes. Puis c'est aussi des super joueurs qui peuvent m'aider aussi. Fait qu'on a vraiment un beau groupe de carrière. Puis encore une fois, c'est tout un plaisir de travailler avec eux. Puis de quelle façon vous vous aidez? Est-ce que c'est des lectures pendant les matchs, des situations que vous regardez chacun avec votre angle, ils veulent pas, t'es sur le terrain, eux autres sont à côté? Ben oui, c'est sûr que des fois, Tom, il voit quelque chose sur le banc que je n'avais pas nécessairement vu, puis un autre point de vue, puis c'est super apprécié de sa part parce que ça permet justement de pouvoir réévaluer ma décision que j'ai prise sur le terrain, puis après ça, tu as Xav qui se charge du iPad sur le banc, puis avec qui on regarde les jeux, puis lui, il peut passer aussi ses commentaires. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe, puis c'est vraiment le fun. Puis avec Coach Étier, est-ce que tu as senti, est-ce que le livre de jeu a évolué cette année en fonction de toi ou c'est toi d'abord qui dois t'adapter à un livre de jeu qui est déjà établi? Ben, c'est sûr qu'au départ, c'était un peu à moi de m'adapter quand je suis arrivé à Laval. Je pense qu'on a quand même eu un bon off-season pour parler, moi et Justin, de ce que j'aimais un peu moins. Fait que je pense que ça a vraiment aidé à ce que je sois plus confortable cette année. Puis j'adore l'ouverture justement de Justin. Là. Il veut vraiment s'assurer que tout le monde est confiant dans son système. Puis je pense que c'est la meilleure manière qu'on puisse fonctionner en tant qu'attaque aussi. Là. Puis justement, c'est quoi que tu aimais un peu moins puis que tu as intégré, si tu veux, ou en tout cas, tu es assuré que ce soit là plus souvent? Ben, c'est ça. C'est pas nécessairement des choses que j'aimais moins. C'est juste que je vais parler de ce que j'aime un peu plus. Et j'aime vraiment lancer en mouvement, par exemple. Ça, je pense qu'on en fait quand même pas mal cette année. Fait que c'est juste de mettre l'emphase sur ce que j'aime voir pendant un match. Puis du même côté, il va me dire tu as besoin de travailler sur ça, parce que ça, c'est non négociable. Puis je sais que c'est bon pour notre attaque. Fait que c'est juste un travail d'équipe pour s'assurer que je sois le plus à l'aise possible sur le terrain. Là. Dans l'entre-saison, est-ce que tu te doutais que tu allais avoir le poste? Évidemment, tu avais fini la saison passée avec le poste de partant. Est-ce que tu t'étais laissé dire que tu allais avoir ce rôle-là avant que ce soit annoncé officiellement et en public, mais est-ce que tu savais que tu allais avoir le rôle de numéro 1 ou tu es parti avec l'idée que tu étais un parmi tant d'autres? Comment ça fonctionnait, ça? Ben, je prenais rien pour acquis. Je pense que je suis épaulé de deux super bonnes carrières aussi. Là. Tom a fait ses preuves au niveau universitaire. Xav, c'était un super QB collégial qui a joué aux États-Unis par la suite. Fait que rien pour acquis, mais c'est sûr que j'étais quand même assez confiant en mes chances. Puis j'ai travaillé super fort cette off-season. Fait que c'est le fun qui m'a donné la confiance dès le départ. Là. Et là, tu travailles avec évidemment des joueurs étoiles. C'est comment travailler avec un Kevin Mittal, mais en même temps des Antoine Dansereau-Leclerc. Il y a des gars qui ont beaucoup d'expérience, qui sont des rouges et or, puis tu as un Kevin Mittal, bien évidemment, c'est devenu un rouge et or, évidemment, là, mais un gars qui est arrivé, qui a tout de suite fait sa place de sa première année, comme vraiment receveur numéro 1, là, je comprends qu'en même temps, il n'y a pas nécessairement d'ordre qui est donné avant de commencer une partie, mais ça reste que c'est le gars qui reçoit le maximum de ballons, puis c'est le gars qui fait des verges, mais c'est comment de travailler avec tous ces gars-là? Est-ce que toi, tu as un gros ajustement à faire avec chacun ou comment vous fonctionnez? Là? Avez-vous du one-on-one, toi, avec certains receveurs, ou est-ce que tu dis où est-ce que tu veux qu'ils soient? Ou, comment cette complicité-là se crée avec un paquet de joueurs différents? Ouais, ben c'est cool parce que autant ils sont talentueux, mais autant ils sont réceptifs justement à la critique que je peux leur donner ou les commentaires que je peux apporter pour qu'ils justement qui changent leur tracé ou quoi que ce soit. Fait que c'est cool à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est des joueurs super talentueux qui veulent le meilleur de l'équipe. Fait que donc qui sont prêts à faire des sacrifices au niveau de leur touche sur le ballon pour qu'on ait du succès offensivement. Mais c'est sûr que pendant toute l'off-season, on a travaillé extrêmement fort à lancer le plus souvent possible, que ce soit avec Kev, avec Antoine, avec Édouard, tous les groupes de receveurs. On pratiquait leur tracé pratiquement 4-5 fois semaine cet été. Fait que c'est sûr qu'après ça, c'est le fun de voir les résultats sur le terrain quand la saison arrive. Comment ça a été spécial, justement, de faire équipe avec un gars comme Kevin Mittal, contre qui tu as joué au cégep? Parce que veux pas, on parle souvent puis on y reviendra, là, de la compétition, si on peut l'appeler de même, avec Jonathan Sénécal, ou en tout cas, tu sais, ce qui peut être dit. Puis bon, le partenaire numéro 1 de Jonathan Sénécal devenait le partenaire numéro 1 d'Arnaud Desjardins. Est-ce que c'est particulier? Y a-t-il des choses que, justement, un Kevin Mittal peut te raconter sur
Jonathan Sénécal, ou la façon dont il travaille avec lui versus comment il travaille avec toi, que cette complicité-là entre vous deux, elle se passe comment, puis comment s'est faite la transition justement à partir du collégial? Ben, c'est sûr que ça n'a pas été super compliqué. Tu sais qu'il est super talentueux, puis c'est sûr qu'il va toujours apporter son input sur ce que je fais, puis ce qu'il aime le mieux. À Justin aussi, là, il en fait pas constamment là, de ce qu'il préfère comme tracé et tout. Ben, c'est sûr que non, on ne parle pas nécessairement de ce qui se faisait au collégial. On regarde plus vers l'avant, mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, là, c'est pas quelqu'un que j'aimais beaucoup. À jouer contre au niveau collégial, là, il nous faisait mal à nos défensives, mais je me considère super chanceux de l'avoir à mes côtés maintenant. Puis je vais revenir justement, est-ce que c'est quelque chose qui t'agace, les genres de comparaison qu'il peut avoir avec Jonathan Sénécal? Tu sais, autant c'est quelqu'un qui est humble, qui n'est pas une grande trappe, mais c'est en même temps quelqu'un qui reçoit énormément comment je pourrais dire, de lumière sur lui, qui reçoit beaucoup de publicité. Et pourtant, tu as toujours eu des statistiques qui sont au moins équivalentes. Tu as même battu son record ta dernière année collégiale. Aujourd'hui, regarde, tu as 74% de passes complétées, puis c'est pas parce que tu n'as essayé 8 depuis le début de l'année, là, ça roule. Tu es le carrière numéro 1 cette année, au niveau statistique, évidemment, là, mais ces comparaisons-là avec Jonathan Sénécal, tu prends ça comment? Comment tu vis avec ça? Ben, c'est sûr que c'est pas à moi justement de me comparer avec les carrières de l'autre équipe. Moi, je me concentre surtout sur la défensive, sur mon équipe à moi. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Là. Puis, c'est pas un enjeu justement que l'attention soit placée sur quelqu'un d'autre à ma position. Au contraire, je trouve que c'est bon pour le sport, mais non, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas, ça m'affecte vraiment pas. Là. Est-ce que, justement, parlant de visibilité, ces choses-là, au niveau universitaire, puis dans une place comme Laval, où le Rouge et Or a tellement une place importante à Québec, commencer de vivre avec ça, ces demandes-là constantes, puis veut pas des gens comme moi, mais évidemment des gens comme d'autres ailleurs dans des médias encore plus qui ont plus d'envergure, évidemment, d'avoir cette visibilité-là, ou est-ce que ça crée une pression? Est-ce que ça crée... Qu'est-ce que ça fait de différent de dealer avec ça? Ben, c'est sûr que c'est vraiment différent. C'est pas quelque chose que j'avais vécu nécessairement avant à Montréal ou au Cégep. Là. Mais c'est cool. Ouais. Puis tu apprends à vivre avec ça petit à petit. Je pense que j'étais un peu moins à l'aise justement devant les caméras ou devant les journalistes au départ. Mais là, tu commences à prendre un peu confiance et tout. C'est cool. Pour vrai, faut que tu l'embraces, comme on dit en anglais. Mais j'adore ça. Je pense pas que ça mène nécessairement de pression. Le monde à Québec sont quand même... Ils ont des grosses attentes, mais je pense qu'ils sont vraiment là. Ils ont un support inconditionnel avec le Rouge et Or, que ça l'aille bien ou pas. Fait que non, pour l'instant, c'est que du positif. Là. Et là, ta saison, je vais y revenir justement, 74% de passes complétées, presque 1500 verges, 14 touchés, il reste encore 3 matchs à jouer. À quel point ces statistiques-là, ou c'est le fait de s'approcher de certains records du RSEQ, c'est quelque chose qui a une importance pour toi. Je comprends évidemment que la victoire va toujours primer, là, on comprend ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui te drive, qui te garde concentré, ou c'est quelque chose qui ne fait pas partie du tout de ton approche mentale? Non, pour vrai, honnêtement, j'y pense vraiment pas. Là. Je pense que le succès collectif est tellement mis de l'avant à Laval, puis justement, comme tu dis, il y a quand même la pression à ce que l'équipe réussisse, à ce qu'on gagne, que j'en ai déjà pas mal dans mon assiette, puis c'est pas ce genre de trucs sur lesquels je veux focaliser. Là. Je pense que le succès de l'équipe va primer, puis c'est une de nos grosses valeurs à Laval, puis j'essaie d'y adhérer le plus possible. Là. Fait que non, c'est pas quelque chose d'important pour moi pour l'instant. C'est la semaine dernière, vous venez de jouer un match contre McGill. McGill qui, au début, en fait, c'est votre deuxième match de la saison contre eux. On commence justement là, les matchs retour après avoir fait le tour des équipes une première fois. Premier match, votre défensive a dû dealer avec Éloi Latendresse Régimbal puis son style qui est, en tout cas, qu'on ne retrouve pas ailleurs, disons. Ouais. Et là, cette semaine, on vous a vu jouer un match solide défensivement. C'est sûr qu'il y a eu 2 très gros jeux qui ont peut-être fait exploser les chiffres offensifs de McGill, mais c'était quoi la préparation par rapport à ça? Je comprends que l'aspect défensif, ce n'est pas le tien, mais est-ce qu'il y avait une préparation différente pour vous autres? Est-ce qu'il y avait quel genre d'ajustement vous avez fait en prévision de ce match-là? Ben, c'est sûr qu'au niveau des ajustements défensifs, moi je suis moins là-dedans, mais je pense que ça se sentait. Là. Il y avait une fin de vaincre. Je pense que
que les gants défensifs l'ont quand même mal pris là, le premier match contre McGill. Puis tu voyais dans leurs yeux que c'était une grosse semaine pour eux, puis qu'il y avait des choses à prouver, puis c'était le fun à voir. Mais tu sais, je pense, si on parle de la performance des Lois puis de McGill contre nous la première fois qu'on les a joués, je pense que évidemment, c'était une grosse performance, puis je pense qu'ils ont super bien fait, puis peut-être un moins bon match de la défensive, mais depuis ce qu'ils ont fait à Montréal, ce qu'ils ont fait contre Concordia, puis encore aujourd'hui, encore cette semaine contre McGill, c'est incroyable. Je pense qu'ils ne donnent pas beaucoup de verges, pas beaucoup de points, puis si on enlève les 2 gros jeux contre McGill, ils n'ont absolument rien donné. Fait que chapeau à la défensive qui fait tout un travail depuis le début de la saison. Et puis c'est super encourageant pour la suite. Toi, contre McGill, tu as eu à négocier avec une nouvelle approche, c'est-à-dire un gars qui, comme Ben Labrosse, qui se colle sur Kevin Mittal. Tu l'as quand même visé à plusieurs reprises. Je pense qu'il a attrapé 6 ballons quand même, malgré tout. Puis c'était comment pour toi et pour Kevin d'avoir à faire face à ce type de défensive-là, cette façon de jouer-là, mais surtout avec un gars comme Labrosse, à quel point c'est qui est non seulement talentueux, mais extrêmement rapide, puis c'est un joueur élite. Là. Absolument. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs défensifs de notre conférence, là, puis il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que, c'est sûr que c'était un ajustement, mais je pense que on commence à s'attendre à ce que les équipes aient un plan pour Kev. Là. Je pense qu'il a tellement été dominant dans les premiers matchs qu'à chaque match, il va avoir plus d'attention. Là. Je pense que contre Concordia, il y en avait déjà un peu plus. Il y a eu un super match quand même. Mais là, on savait que Ben, c'était un bon joueur, mais ça reste que Kev va toujours faire partie du plan de match. On veut lui donner le ballon le plus possible. Dès qu'il a la balle dans les mains, il fait de la magie. Là. Donc, c'est un joueur important pour nous. C'est sûr qu'il y a quelques occasions. C'est un bon fight, c'est le fun à regarder pour vrai. Puis, je pense que Kev a super bien paru, autant que Ben a bien joué. Là. Fait que c'était cool, mais on s'attend à ce qu'il y ait plus d'attention sur Kev aussi pour le reste de la saison. Mais justement, tu as la chance de compter sur des Dansereau Leclerc, des Arsenault, des Frédéric Antoine. Puis, justement, Édouard Arsenault, bon, évidemment, les gens qui suivent beaucoup ça savaient ce qu'il avait été capable de faire avec les Géants de Saint-Jean, mais là, je pense qu'il explose cette année dans le sens où c'est quelqu'un qu'on voit, il a fait des beaux jeux, il a fait des jeux importants. Comment tu fonctionnes justement avec tous ces gars-là? Est-ce que sur chacun de tes jeux, il y a tout le temps un receveur préétabli ou qui va être ton option numéro 1, puis où tu travailles justement à t'assurer le plus possible de distribuer tes ballons pour garder les défensives plus honnêtes, si on veut? Ouais, ben c'est sûr que ça dépend des jeux. Là. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des options numéro 1, 2, 3, dépendamment des jeux, dépendamment des tracés. C'est pas tout le temps les mêmes joueurs. Mais c'est ça. Ce qui est cool d'avoir autant d'athlètes, c'est que justement, tu peux varier à qui tu lances le ballon, puis qui est l'option numéro 1. Je pense que tu as parlé d'Edouard. Edouard, c'est un super joueur pour nous. Je pense que tout le monde savait à l'avance ce dont il était capable. Puis là, je suis super content pour lui que tout le monde puisse le voir. Puis il fait du solide boulot. Il a des mains incroyables. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir travailler avec lui aussi. Et parle-moi de David Dallaire. David Dallaire oui, il était déjà sur l'équipe d'étoiles l'année passée, mais cette année, j'ai l'impression qu'il est encore une autre coche en avant. Et malgré toi et Kevin Mittal qui êtes là, j'ai l'impression que David Dallaire est comme le point d'ancrage de tout ça qui fait que presque tout fonctionne. En tout cas, que à chaque jeu, on dirait qu'il est impliqué, que ce soit un gros bloc, évidemment des catchs. Parle-moi de ce gars-là, c'est quoi son impact sur votre équipe, sur votre groupe? Ben, honnêtement, David il est incroyable. C'est dans les bons joueurs avec qui j'ai joué. Je pense que c'est autant c'est un receveur naturel, autant c'est probablement un des bloqueurs les plus physiques que j'ai vus. Je pense qu'il y a un énorme impact. Je pense que les équipes ont beaucoup de difficultés à le gérer là, parce qu'il peut faire tellement de choses pour nous. Comme je l'ai dit, il bloque incroyable. Il fait des longs jeux. Il fait des blocs sur des screens. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un gars comme ça. Puis c'est un couteau suisse. Fait que pour un coordinateur offensif, j'imagine que c'est un vrai rêve d'avoir un gars aussi explosif, mais aussi menaçant sur la course aussi. Fait que comme je l'ai dit, là, c'est dans les bons joueurs que j'ai vus, puis on est extrêmement chanceux de l'avoir. On parle de plein de joueurs, on parle qu'il y a beaucoup de monde et tout. Évidemment, toute ta ligne offensive, on parle pas des. C'est des gars dont on parle pas individuellement très souvent, mais. C'est qui les leaders dans le groupe? C'est qui? Est-ce qu'il y a vraiment une. Parce que cette cohésion-là, pour qu'elle arrive et que tout le monde soit heureux dans le fait que c'est tous des joueurs A, là, si on veut, puis avec un groupe aussi complet, tant de monde, puis
pas nécessairement c'est qui les leaders, mais toi, ton travail de leader, il s'exerce comment dans un contexte comme celui-là, où évidemment, tu as le ballon, évidemment, tu le distribues. Quel rôle, toi, Arnaud Desjardins, tu as à jouer pour t'assurer que tout le monde soit heureux, soit comprenne son rôle, ait à faire fasse son travail, puis s'assure de mettre l'équipe en avant? Ben, c'est sûr que je suis épaulé par des gars qui sont là depuis très longtemps. Là, je pense qu'on a deux joueurs sur la ligne offensive, là, les deux Nick, le Negui et Nick Tibb, qui font un travail de leadership incroyable avec nos groupes d'O-line. Tu as Joannick Moss, qui en a vu plusieurs. Après ça, tu as Antoine, tu as Kev. On a plusieurs leaders au sein du groupe à l'offensive. Fait que ça rend ma tâche super facile. Là. Je ne suis pas nécessairement le gars le plus vocal, mais je m'assure que tu sois dans l'heure le plus possible. Puis c'est juste d'être calme et de dégager une confiance afin que tout le monde soit à l'aise et qu'on puisse performer le mieux qu'on peut. Là. Est-ce que ça a changé justement pour toi, ça, de ta première à ta deuxième année, ce rôle-là, sans dire que tu es vocal? Tu dis toi-même, je ne suis pas le gars le plus vocal, mais dans ton attitude, dans ton approche de la game, dans comment tu te comportes peut-être avec tes coéquipiers dans les entraînements ou quoi, y a-t-il une évolution? As-tu senti une évolution? Est-ce que même tes coachs t'ont demandé d'évoluer sur certains aspects? Ben oui, je pense que je suis plus à l'aise, plus ça paraît. Là, je pense que je comprends beaucoup mieux ce qu'on veut à l'attaque. Fait que je n'hésite pas à faire mes commentaires quand j'en crois qu'il y a besoin. Mais ouais, c'est sûr que ça vient avec une assurance, une confiance que je sois dans ma deuxième année. Fait que j'essaie de partager un peu plus ce que je vois avec mes coéquipiers. Puis comme je l'ai dit, là, tous les gars sont réceptifs, que ce soit des gars de sixième année ou de première année. Là. Tout le monde est dans le même bateau, puis tout le monde a le même but commun. Là. Puis justement, je faisais une comparaison avec l'an passé pour toi, mais l'an passé, on avait l'impression que Laval, c'était pas on reconnaissait pas le même Laval de d'habitude. Encore une très bonne équipe et tout, mais on avait l'impression que Laval était une petite affaire en dessous de ce qu'on est habitué d'eux autres. Puis cette année, on a l'impression justement, OK, on a retrouvé notre Laval. C'est-à-dire, regarde, il n'y a personne il y a personne qui nous impressionne ici, il n'y a personne, tu sais. Puis même le match contre Montréal, bon, ça se finit sur le tout dernier jeu du match. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Puis je comprends, j'imagine que vous préparez, ou en tout cas, vous attendez avec de pied ferme Montréal pour dans 2 semaines, mais justement, ce mindset-là, tu vois comment la différence par rapport à l'an passé? Ben, je pense que tout a commencé dans la préparation physique qu'on a eu la chance de pouvoir faire tout le long de l'année, sans mesure sanitaire. Je pense que c'est ça la force de Laval, c'est qu'on travaille extrêmement fort dans le off-season. Puis on espère que ça donne des résultats pendant la saison. Puis jusqu'à là, je pense qu'on voit une nette amélioration. Je pense qu'on avait un groupe quand même jeune, plusieurs comme moi, qui n'avaient pas nécessairement vécu de off-season normal à Laval. Fait que là, ça fait du bien justement d'avoir un off-season complet d'entraînement, puis qu'on peut former plus de team bonding. Je pense que l'équipe est extrêmement proche cette année. Parce que justement, on a eu la chance de faire des activités d'équipe, on a eu la chance de se voir super souvent, puis on s'est entraîné super fort ensemble. Fait que c'est sûr que ça crée des liens. Je pense qu'on est beaucoup plus soudés, beaucoup plus prêts pour cette saison qui se passe. Puis ça, tout le crédit revient justement à Guillaume qui fait un super job au niveau de la préparation physique, puis au coach qui nous crée qui développe l'esprit d'équipe. Là. C'est comment, justement, au niveau les coachs universitaires par rapport au collégial? Évidemment, bon, tu as vécu ton collégial à une place, tu ne peux pas parler du collégial partout, mais comment tu sens l'approche de coaching à Laval? On parle souvent que hey, Laval, on s'en va là, on s'en va visiter, on a l'impression d'aller dans un endroit de professionnel. L'environnement est tellement haut de gamme. Ce coaching-là, avec un coaching staff tellement expérimenté, que ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent ensemble, qu'est-ce que tu perçois de ça? Y a-t-il quelque chose de particulier, justement, que tu as vu en arrivant à Laval et que tu constates à chaque fois à travailler avec eux? Ouais, ben c'est sûr qu'ils en ont tellement vu qu'il y a une certaine confiance qui vient avec ça. Je pense que tout le monde a extrêmement confiance au coaching staff. Il n'y a personne qui remet personne en question. Fait que, ils savent la direction qu'on doit prendre, puis tout le monde embarque dans le bateau directement. Je pense que c'est tous des leaders incroyables, puis des tacticiens quand même assez spéciaux aussi. Là. Fait que, on est vraiment gâtés au niveau coaching à Laval sur les 3 facettes, special teams, offense, defense. Je pense que puis tous les coachs de position sont vraiment excellents. Fait que, par rapport à ce que j'avais vécu au Vieux, c'était ça aussi. Je pense que ça monte juste un niveau de professionnalisme encore à un autre niveau là, rendu à Laval.
Puis justement, toi, quand tu as fait le choix d'aller à Laval, est-ce que c'est quelque chose qui avait joué? Pourquoi tu avais choisi Laval, d'ailleurs, au détriment de n'importe quelle autre équipe? Mais est-ce que c'est cet aspect-là? Parce que je sais que beaucoup de monde en parle quand ils font le choix d'aller à Laval, mais qu'est-ce qui avait fait la différence? Oui, absolument. Moi, c'est les coachs qui m'ont fait venir à Laval. Je connaissais personne, aucun joueur quand je suis arrivé à Laval. Fait que c'est sûr que c'est une période d'adaptation. Moi, j'ai adoré Glenn dès le départ. J'ai direct une chimie qui s'est installée. Justin, je savais que c'était un coordinateur incroyable qui voulait mon développement, qui voulait le meilleur pour moi, qui s'assurait que mon développement allait être là. Mathieu, un coach de carrière incroyable qui avait une super belle carrière universitaire comme chez les pros. Fait que c'est juste vraiment le parfait fit pour moi. Puis je regarde pas mon choix une seconde. Je suis vraiment gâté. Ben, j'imagine, effectivement, parce que vous avez des bons résultats. Puis là, bon, mais il reste quand même 3 matchs à jouer. Il reste Montréal, que je vais me faire un plaisir d'aller voir sur place. Vous regardez ça comment, le reste de la saison? Est-ce que vous sentez que, bon, tranquillement, pas vite, le but approche, les matchs les plus importants approchent? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans l'équipe? Comment ça se matérialise? Ou en tout cas, comment vous le sentez? Ben oui, c'est sûr que ça commence à être. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Je pense que c'est que des matchs importants qui s'en viennent. Je pense en commençant par Sherbrooke, je pense que c'est là-dessus qu'on a mis le focus cette semaine. Je pense que c'est une super bonne équipe. Une défensive vraiment améliorée. Là. Puis c'est à nous de prendre un autre step. Mais ouais, c'est sûr que c'est excitant. Les gros matchs s'en viennent. Je pense que tout le monde commence à être un peu fébrile. Mais c'est la deuxième partie de la saison, je pense que c'est la préférée pour moi de tout le monde aussi. Fait que c'est la grosse période de l'année. Puis tout le monde est excité. Là. Sherbrooke, justement, prochain match. C'est comment jouer contre Sherbrooke cette année? Effectivement, ils ont une grosse défensive, on les regarde jouer, puis plus je les regarde aller de mon bord, je dis OK, Sherbrooke, c'est une défense qui n'a rien à envier à toutes les autres meilleures défenses que tu peux affronter. Une ligne défensive extrêmement coriace, une tertiaire très, très efficace. Y a-t-il une préparation particulière pour vous autres, pour Sherbrooke? Comment vous approchez ça? Ben, c'est sûr que ouais, c'est une super bonne équipe, super bonne défense. Je pense que la dernière fois qu'on les avait joués, c'était le premier match de la saison, fait que ça remonte quand même un petit bout. Mais ouais, on a fait un front défensif vraiment coriace. C'est une défensive physique. Je pense que tout le monde court au ballon, tout le monde veut faire des jeux bien coachés. Fait que c'est sûr que je pense que c'est ça. Les défensives, on va être de meilleur en meilleur. Là. Je pense que c'est définitivement une des bonnes défensives de la Ligue. Fait que c'est à nous de s'ajuster et d'être le plus près possible parce que c'est un bon test pour nous en fin de semaine. Je vais te poser la question. Dans la saison morte, il y a un paquet de carrières qui sont allés participer à des camps d'équipes de la CFL. Quand on regarde ça de plus en plus, on a vu Trey Ford l'année passée être recruté, repêché dans la Ligue canadienne. Est-ce que c'est un objectif pour toi, le professionnel plus tard, ou comment tu vois ça? Ben absolument. Moi, le foot, c'est ma passion. Là. Je veux jouer au foot le plus longtemps possible. C'est sûr que si jamais il y a l'opportunité qui se présente, c'est définitivement quelque chose que j'aimerais faire. Je suis au courant que c'est peut-être la position la plus difficile aussi. Carrière, il n'y en a pas nécessairement des tonnes, mais je pense que de plus en plus, il y a des gars qui font ça. Fait que c'est super encourageant pour un gars comme moi qui rêve de ça dans quelques années. Là. Puis est-ce que en voyant ça, est-ce que c'est quelque chose que tu penses faire dans le sens de aller t'entraîner, par exemple, avec faire des camps particuliers avec d'autres coachs, voir d'autres choses, te faire justement travailler avec d'autres mondes, peut-être pour amener ton jeu à un autre niveau, sachant justement, comme tu dis, que c'est une position extrêmement difficile pour laquelle gagner sa place dans le pro, le carrière canadien. Ben, honnêtement, j'en sens pas vraiment le besoin. Je pense que je suis super bien encadré à Laval. Je pense qu'on a aussi une super belle visibilité au niveau professionnel. Fait que non, pour le moment, comme je te dis, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé. Je suis super bien avec Justin et avec Mathieu qui sont là pour mon développement. Fait que non, c'est pas dans mes plans. Pour terminer, la Dunsmore, est-ce que ça va être suffisant à Laval ou est-ce que c'est l'objectif numéro 1? Comment on regarde? Ou on regarde Vanier ou rien? Comment ça se passe, ça? Ben, c'est sûr que pour l'instant, on se concentre un match à la fois, mais on ne se cachera pas que les attentes sont toujours très élevées à Laval. Je pense que ça a toujours été la Coupe Vanier. Mais c'est ça, on se concentre sur le présent, puis on verra ce qui va arriver. Mais on a des grosses attentes, c'est sûr et certain. Ben écoute, je te remercie, ça a passé très vite, j'en aurais pris une autre demi-heure.
On aura sûrement la chance de se rejaser encore. Comme je te dis, je vais être au Stade TELUS quand vous allez jouer contre Montréal. Fait que j'ai bien hâte de voir ce match revanche-là. Donc, écoute, je te remercie encore une fois. Puis, je te souhaite vraiment une excellente fin de saison. Comme d'habitude, on va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Puis au plaisir de se voir le 7 octobre au Stade TELUS. Merci. Salut Arnaud. Et c'est ce qui met fin à notre podcast numéro 7, les 7e éditions de Bulletin sportif. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter évidemment les actualités, nos chroniques et l'entrevue avec Arnaud Desjardins. Je vous laisse avec les choses à surveiller cette semaine. Donc, en juvénile D2 au football, les Estacades, l'Académie des Estacades qui affrontera le séminaire Saint-Joseph, la meilleure défensive contre la meilleure attaque. Un match à suivre. Les Estacades qui sont à 5 victoires, aucune défaite. Saint-Joseph 4-1. Donc, ça va être intéressant. En football collégial, je vous rappelle, il y a une pause en Division 1 et en Division 3 Sud-Ouest. On va surveiller très attentivement le match en Division 2 entre John Abbott et Montmorency, qui est la reprise de la finale de l'année passée. Ça va être un match vraiment intéressant. Montmorency, toujours invaincu cette saison. Football universitaire, on va Laval qui est en visite à Sherbrooke. Très, très gros match pour Sherbrooke qui, évidemment, va devoir continuer de montrer à quel point ils sont solides défensivement. Ils vont en avoir plein les bras avec le Rouge et Or. Donc, si on veut établir des choses, je pense que ce serait tout un message à lancer. Ensuite, Concordia va être à Montréal. En dehors du football, parce qu'il se passe bien d'autres choses en dehors du football. Première compétition de natation de la saison universitaire, ça se passe à l'Université de Sherbrooke. Toujours intéressant de suivre ça. On a des athlètes de haut niveau, dont certains se retrouvent aux Olympiques quelques années plus tard parfois. Donc, franchement, toujours intéressant à suivre. En rugby féminin, on va enfin avoir l'affrontement entre Ottawa et Laval qui détruisent tout sur leur passage depuis le début de la saison. En fait, c'est la dernière semaine du calendrier régulier. Donc, on va avoir la chance de voir ces deux équipes-là qui, quand je vous dis qu'elles détruisent tout sur leur passage, ont un total combiné de 683 points marqués contre 12 accordés depuis le début de l'année. 683 à 12. Vous avez bien entendu, juste apporter à votre attention également que dans l'équipe de Laval, il y a Marie-Pierre Fauteux qui a été nommée étudiante athlète du mois par le RSEQ. Chez les hommes, en rugby, on a Ottawa, 3 fiches de 3 victoires, une défaite, qui affronte l'ETS, qui est 4 victoires, aucune défaite, donc un match intéressant. Eux, chez les hommes, ne sont pas encore à la fin de leur calendrier régulier. Soccer universitaire, chez les femmes, on a l'UQAM contre McGill vendredi, et j'attire également votre attention sur un autre match vendredi soir. Chez les hommes, cette fois, l'UQTR contre l'UQAM. Je parlais tantôt de Marie-Pierre Fauteux, athlète du mois chez les femmes par le RSEQ. Bien, chez l'UQAM, dans l'équipe de soccer, c'est Martin Cantona qui a eu cet honneur-là. Ensuite, et là, ça me fait particulièrement plaisir, c'est le début de la saison de volleyball collégial chez les filles, chez les gars. Les femmes, c'est Édouard Montpetit qui est championne provinciale en titre, alors que c'est Saint-Jean, chez les hommes. Je vais vous agacer avec du volleyball en masse cette année. Je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon sport préféré. Donc, oui, on va en parler de volleyball. Et tellement que d'ailleurs, on va recevoir à l'entrevue de la semaine prochaine, Sabrina Maillé des Citadins de l'UQAM qui va nous parler de ce qu'elle prévoit pour cette année, avec le départ notamment de Gabrielle Archambault, leur capitaine des dernières années, mais l'arrivée de plusieurs joueuses de très haut calibre. Enfin, évidemment, il y a du soccer et du hockey au niveau collégial, un paquet de matchs à surveiller. Je vous invite à aller voir sur le site rseq-stats.ca, trouver un match, trouver un événement et aller les voir, les encourager. C'est toujours apprécié. Je termine en vous remerciant encore une fois, vous et Gagné Sport, nos partenaires qui sont là depuis le début de la saison. Merci à tout le monde. Excellente semaine et partagez notre podcast. C'est toujours la meilleure façon de nous faire plaisir. Merci. Salut.